Bon, bonjour à toutes et à tous. Pendant que vous vous installez, on va vous présenter le programme de la journée. Alors, petite nouveauté, effectivement, par rapport aux dernières éditions, c'est que donc cette année, nous avons renoué avec un format d'une journée. Avec ce matin, vous allez avoir une série de tables rondes dans l'auditorium. Et cet après-midi, donc, trois ateliers participatifs sur des thèmes bien précis, sur lesquels ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement vous puissiez échanger avec les intervenants de façon à permettre d'avoir une discussion assez directe avec l'ensemble des intervenants. Donc nous aurons normalement la présence de Monsieur le ministre des Transports à 12h30, 12h45, si son timing est respecté et s'il n'y a pas de problème de dernière minute. Et donc ce matin, vous allez avoir deux animatrices et animateurs qui vont se succéder. Donc Émilie Soulès qui est à ma gauche et puis Gilles Dansard pour la deuxième partie de la matinée. Et nous avons aussi pour l'atelier participatif numéro 2 Stéphane Bergogneau, notre animateur, qui animera donc le deuxième atelier de l'après-midi. Donc ce matin, 4 tables rondes. Une première table ronde donc sur les visions et les perspectives sur le fret ferroviaire. Une deuxième table ronde sur des exemples avec les acteurs qui se mobilisent pour le fret ferroviaire. Après, nous aurons une pause où vous pourrez aller rencontrer nos partenaires qui exposent leurs prestations pour le fret ferroviaire. Nous recommencerons pour une table ronde numéro 3 qui sera donc, elle, animée par Gilles Dansard sur la formation et la valorisation des métiers du ferroviaire. Et la quatrième table ronde de cet après-midi, c'est un thème sur le financement des infrastructures et la possibilité de financer les lignes qui pourraient être réouvertes. L'intervention du ministre pour clôturer cette matinée. Et cet après-midi, donc, ici à l'auditorium, Émilie présentera l'atelier participatif numéro 1 sur tout ce qui concerne les aides, le programme Remove, les programmes C2E. L'atelier numéro 2 qui sera sur une salle, si je me souviens bien, au 4e étage d'ici, c'est la salle Héliopolis. Vous serez dirigé pour ceux qui s'y sont inscrits, qui sera sur le thème de tout ce qui est initiative, innovation et bonnes pratiques pour la maintenance et l'exploitation des petites lignes. Et l'atelier participatif numéro 3, qui concernera les solutions pour réduire les coûts des entreprises du fret ferroviaire, qui se tiendra, lui, sur la salle Luxor, qui est au 3e étage. On est en pleine Égypte, comme vous le voyez. Et donc, cet atelier sera animé par Gilles Dansard. Voilà. Le principal challenge, trouver sa salle cet après-midi. C'est fort probable. Alors, petite indication, donc on est au complet ce matin, donc on est 350, la capacité maximale de cette salle. Nous avons dû arrêter les inscriptions, comme certains ont pu le voir, dès la semaine dernière, pour des problèmes effectivement de capacité. Et pour les ateliers participatifs de cet après-midi, eh bien, autant pour le premier atelier qui se tiendra dans l'auditorium, il n'y a pas de problème de place, autant pour les 2 autres ateliers participatifs, eh bien, nous sommes au complet aussi. Donc, je compte sur votre indulgence par rapport aux conditions d'accueil, tout simplement parce que, effectivement, on est un peu dépassé par le succès de nos ateliers. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose. Mais on va essayer de faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible. Voilà. Des indications, je crois que Magali devait nous donner sur l'adresse mail pour poser des questions. Magali, bienvenue. Bonjour à tous, merci d'être venus déjà. Voilà, donc toute la journée, vous allez avoir le QR code qui vous permettra d'avoir le programme si vous ne l'avez pas déjà scanné. Il est sur les portes aussi à l'entrée, comme ça vous pouvez prendre le programme. Et vous allez avoir tout au long des défilés, des présentations, en fait une adresse mail qui va apparaître, larencontre.ofp@gmail.com, qui vous permettra de poser les questions, si vous voulez, au fil de l'eau. Et les questions arriveront sur la tablette qui sera donnée à l'animateur. Voilà.
Très important les questions, on compte sur vous. Donc dès maintenant, vous pouvez en poser si vous en avez. Ça commence déjà, vous pouvez. On pourrait dire l'adresse ? La rencontre ofp@gmail.com. Voilà, parfait. Elle sera affichée tout au long des slides. Une dernière précision que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ensemble de cette journée est retranscrite et même en direct en distanciel. Donc on a à peu près le même nombre de personnes qui nous suivent en distanciel, que je salue bien évidemment. Et donc que ce soit donc la matinée qui est donc filmée sur cet auditorium, ainsi que les 3 ateliers participatifs, mais surtout les 2 qui sont dans les autres salles, sont aussi filmés et sont aussi enregistrés. Donc vous pourrez, enfin pour ceux qui sont à distance, les voir effectivement en direct, mais vous pourrez les avoir d'ici une semaine à 10 jours sur notre site internet en replay. Parfait, très bien. Alors il ne me reste plus qu'à introduire un tout petit peu, mais le fond, ça y est, Philippe a tout dit, donc vous savez tout sur le programme. Nous sommes donc là pour la traditionnelle journée Objectif OFP, une journée complète ensemble. J'ai envie de dire, même convive, même endroit, à peu près le même menu. Attention, ça risque de ressembler à un 24 décembre. On risque d'oublier de se renouveler un petit peu. Ne me demandez pas qui fait la dinde. On va essayer d'éviter ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de respecter la tradition, d'écouter chacun et de voir le point de vue de chacun qui est important, et qu'on essaye peut-être sur certains sujets d'avoir un regard neuf, et ce sera parfait. Donc moi, je suis en votre compagnie, vous l'avez compris, de 9h à 10h45. On fera une pause ensuite, et Gilles Dansard prendra la relève sur les 2 tables rondes après la pause. Et on se retrouve cet après-midi pour les ateliers. Donc ce que je propose à mes invités orateurs du premier rang qui rigolent de ma vanne sur la dinde, il n'y aura pas de dinde dans la table ronde. Soyons authentiques, essayons de nous inspirer les uns les autres et évitons les discours ronflants. Je vais accueillir les 7 orateurs qui me rejoignent tout de suite. Donc Raphaël Doutrebande pour 4F, Alexandre Gallo, le président de l'AFRA, sera avec lui, Rémi Crochet pour le GNTC, Florence Rousse, vice-présidente de l'ART. En vidéo, on aura Patrick Jantet pour la FIF. J'ai aussi Alexandre Hanache qui nous rejoint, sous-directeur des services ferroviaires à la DGITM, et Mathieu Chabanel, le PDG d'SNCF Réseau. Merci de les applaudir. Bienvenue à vous. Tout va bien? Vous êtes content d'être là? Fidèle aux traditions? Fidèle aux traditions, Raphaël? Fidèle aux traditions? Toujours. Alors, on va être ensemble donc, pendant une petite heure. Là, on va un peu planter le décor. Vos bilans respectifs 2024, les perspectives qui nous attendent en 2025. Donc on va commencer par vous, Raphaël Doutrebande. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance 4F, le fret ferroviaire français du futur. Vous connaissez tous ça. Et vous visez toujours l'objectif de 18% de la part modale en ferroviaire en 2030. Alors peut-être pour commencer, si vous deviez retenir un chiffre clé du bilan 2024, quelque chose qui vous marque particulièrement? Un chiffre clé, c'est que grâce à un réseau qui marche mieux, pas toujours forcément bien, mais qui marche quand même beaucoup mieux, on a augmenté la part modale du fret ferroviaire au premier semestre de 9,2%. Donc vous l'avez tous vu, c'est quand même quelque chose de positif. Et malgré la Maurienne, qui est évidemment toujours bloquée, donc ça veut dire que le combiné n'a pas pu passer par cette voie. Ça, c'est 2024. Je pense que ce n'est pas dans la question, mais je vais quand même répondre à un autre point qui est important, qui a été relevé, je trouve, par Mencia, qui n'est pas suffisamment communiqué. Mencia a réalisé un rapport intéressant, demandé par l'AUTF et l'UTP-F maintenant, puisque l'UTP a un F de ferroviaire. Et on voit qu'ils ont imaginé 2 scénarios important du développement du fret ferroviaire dans les années à venir. Un scénario, alors il faut lire le rapport, il est un peu complet, mais il a été bien fait. Un scénario dit au fil de l'eau, qui est entre 0 et 20% de croissance, et un autre entre 20 et 75% selon les filières. Voilà, donc certains diront peut-être que les référentiels sont un petit peu optimistes, mais ça montre qu'il y a un vrai marché pour le ferroviaire. D'accord. On en reparlera tout à l'heure
de certaines études. On va parler aussi aujourd'hui beaucoup d'investissements dans le ferroviaire tout au long de la journée. Vous, Raphaël, et pour 4F, quelle est votre vision, voire votre recommandation sur les outils actuels, les outils futurs d'investissement dans cette filière ? On voit bien qu'on bute sur un sujet financier. Alors, ça nous oblige à être créatifs. Mathieu n'a pas un chèque en blanc permanent, ce qui est d'ailleurs un peu dommage. Quand on a... Oui, je pense que tu approuves. Il approuve. Voilà. Mais on peut t'aider à pousser. Justement, le ministre n'est pas encore là, mais c'est dommage, on aurait pu lui passer quelques messages, notamment sur les 4 milliards, puisque les 4 milliards, pour le moment, on nous aura dit à un moment que c'était l'engagement de son prédécesseur du prédécesseur. Ce qu'il faut, c'est que ce soit tenu, parce que ça impacte évidemment le ferroviaire, et surtout, ça impacte l'avenir du ferroviaire. Si on ne fait pas ces 4 milliards, que ce soit sur le réseau, que ce soit sur les plateformes, on va encore plus prendre de retard et on va se mettre en difficulté vis-à-vis des chargeurs. Donc que l'engagement soit tenu, ok, mais sur la façon d'investir. Sur la façon d'investir, là aussi, il faut être innovant. On le voit bien, il y a de moins en moins comme je le disais, de financement ou d'aide de l'État. Il faut qu'on arrive avec une garantie de l'État, que des fonds d'infrastructures aujourd'hui qui ont pu être capables d'investir dans le Grand Paris, dans des ports, etc., soient aujourd'hui motivés pour investir dans le fret ferroviaire avec une garantie de l'État. Je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc il faut un peu repenser le mode de fonctionnement, mais c'est... Le ministre, d'ailleurs, qu'on a vu, était tout à fait favorable à cette idée-là. On lui a dit qu'il fallait aller au-delà maintenant de l'intention. Nous, on était prêts, qu'on avait évidemment discuté avec un certain nombre de fonds, mais évidemment, il faut une garantie de l'État derrière. Je pense que ça ne pourra qu'aider des investissements pour réseau. Alors justement, donnez-nous des nouvelles de vos échanges avec le ministre, M. Duvouvray, qui sera là tout à l'heure. Ça a donné quoi, les derniers échanges avec lui ? On l'a un peu surpris parce que le rendez-vous, on l'a demandé, on l'a eu en 48 heures, donc c'était bien. Donc, au moins, c'était à chaud. On a vu justement que sur les financements des 4 milliards, il était pas contre, mais qu'il n'y avait pas forcément pensé jusqu'au bout. Voilà, que c'était plutôt un engagement de son prédécesseur. Donc il voulait aussi reporter beaucoup de sujets à la conférence qu'il veut organiser sur les mobilités. On lui a dit que nous, on n'était pas du tout adeptes de reporter en permanence, donc surtout si c'est pour faire une espèce de commission qui nous rebattent les cartes et qui disent qu'on va y réfléchir. Nous, ça ne nous va pas, parce qu'on a déjà réfléchi, on a déjà travaillé. On lui a parlé du projet Ulysse que l'on travaille avec la DGITM et l'ensemble des acteurs. Là aussi, il semblait pas forcément au courant de tous les détails, on peut comprendre. En revanche, on lui a dit que maintenant, le travail avait été réalisé et qu'il fallait donner les moyens à un réseau et aux acteurs d'aller au bout de ces projets. Et puis, il nous a un peu rassurés avec les aides à l'exploitation dans la loi de finances 2025. On verra ce qu'elle donnera, mais normalement, on espère. Alors, évidemment, on lui a indiqué aussi qu'on aurait préféré une loi pluriannuelle. Et on martèle encore ce sujet parce qu'on voit bien que le ferroviaire, c'est du temps long et que si on n'a pas des engagements sur la durée, eh bien ça va obérer un certain nombre d'investissements pour réseau et pour un certain nombre d'investissements comme les plateformes notamment. D'accord. Donc vous jouez pleinement votre rôle, en tout cas, de l'Alliance, et vous êtes dans le dialogue avec lui. A priori, en plus, on m'a demandé de rempiler pour 18 mois. Donc, okay. Voilà. Est-ce que l'objectif de 18% de la part modale ferroviaire, c'est toujours réaliste ? Il faut toujours réfléchir à ce genre de questions. C'est réaliste. Je pense que le chiffre a du sens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des acteurs continuent à servir les clients, parce qu'on oublie souvent les clients, je le dis souvent, on parle entre nous, hein, on est un peu dans l'entre-soi souvent, mais il y a des clients. Je pense que oui, ça peut être réaliste, mais il faut encore une fois que l'État prenne ses engagements et aille au bout des engagements. Et s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de financement pour le réseau, c'est sûr qu'on ne tiendra pas. Très bien. Donc Alexandre Hanach, qui est à ma droite, donnera des réponses tout à l'heure. Volontairement, j'ai mis Alexandre Hanach pour la DGITM et Mathieu Chabanel, SNCF Réseau, à la fin de cette table ronde, vous voyez, pour qu'ils puissent répondre à toutes les demandes qui arriveront avant. Ce n'est pas un piège. Merci beaucoup, Raphaël Doutrebente. On va passer à vous, Alexandre Gallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFRA, donc l'Association française du rail, qui rassemble les opérateurs alternatifs à la SNCF. Je sais que vous voulez souligner les bonnes nouvelles, le fait que les aides justement de l'État soient maintenues. Vous pourrez peut-être les reciter ici.
Mais simplement, je sais aussi que vous estimez que la profession n'est pas assez entreprenante, qu'on n'en fait pas assez, et que si on n'est pas assez innovant, finalement, ces aides n'ont plus de sens. Alors, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur une spécificité française, parce qu'on est sur un marché en France qui est quand même assez atypique. On a une segmentation de marché qui est quand même très très floue. Alors, on a des OFP qui font des trains de moyenne et longue distance et qui en font plus que des opérations de proximité. Et maintenant, il y a certains OFP qui ont un maillage national. On a des opérateurs de transport combiné qui deviennent entreprises ferroviaires. On a des entreprises ferroviaires qui deviennent opérateurs de transport combiné. On a des entreprises ferroviaires qui sont gestionnaires d'infrastructures. On a des détenteurs qui deviennent entreprises ferroviaires. Et on a des entreprises de travaux qui font du fret. Voilà. Alors, donc là, on est dans un environnement qui est quand même assez particulier et qui est assez unique en Europe parce qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Alors, comme dirait ma grand-mère, pour un chargeur, une chatte, il ne retrouvait pas ses petits. Alors, et en fait, ça montre quoi? Ça montre que quand tout le monde fait le travail de tout le monde, à un moment ou à un autre, ça perturbe les clients et puis on oublie un peu son cœur de métier. Et pour une entreprise ferroviaire, c'est l'attraction. Pour un détenteur, c'est de posséder des actifs et de les louer, etc. etc. Et à ce jeu-là, finalement, et on est quand même, nous, dans un environnement de coût fixe, on perd tous de l'argent ou on a beaucoup de mal à équilibrer nos comptes. Et c'est pour ça qu'il y a des aides à l'exploitation. Mais j'y reviendrai après. Alors, en fait, ces mouvements, qui sont soit de la diversification, soit de l'intégration verticale, on l'appelle comme on veut, hein, mais c'est quoi? En fait, c'est dû à quoi? C'est dû d'abord, essentiellement, la compétitivité de la route. La route, elle est ultra compétitive en France, elle nous met systématiquement en concurrence pour les chargeurs, et on a des tarifs qui sont bas et qui restent inexorablement bas. Alors, sur une industrie de volume, d'accord, mais étant donné qu'on a également volume et coût fixe, c'est doublement pénalisant. Il y a l'infrastructure qui quand même privilégie aujourd'hui les grands axes et nous malmène sur les transversales. Et c'est difficile aujourd'hui de faire circuler des trains de fret sur des grandes transversales. Il y a beaucoup d'aléas de circulation. Et alors, je ne viens pas sur le sujet d'état du réseau, on en reparlera, les aspects sociaux, le changement climatique, mais ce n'est pas le sujet de mon propos. Et le dernier point qui est extrêmement limitatif pour nous, c'est la capacité résiduelle du réseau aujourd'hui, que ce soit pour de la flexibilité, ou que ce soit sur les sillons de dernière minute, ou que ce soit pour lancer de nouveaux services. On le voit bien, on est extrêmement handicapé aujourd'hui dès lors qu'on veut lancer de nouveaux services. Et pourtant, on a aujourd'hui un environnement qui est favorable. On a des chargeurs qui sont demandeurs, on a un GI qui écoute le fret, et c'est plutôt nouveau. Et je tiens à remercier Mathieu depuis son arrivée, on a quand même bougé sur le fret. Et puis, on a une variété d'aides, ce que vous soulignez tout à l'heure, Aurélie, c'est-à-dire on a des subventions d'exploitation, des aides au démarrage ou des certificats d'économie d'énergie pour l'achat du matériel. Alors on n'a pas encore le volet locomotive, mais il y a un volet caisse mobile, il y a un volet wagon. Et on va y arriver sur les locomotives. Je suis confiant qu'on va arriver à un moment ou à un autre à pouvoir se faire financer des locomotives comme ça se passe en Espagne, comme ça se passe dans d'autres pays en Europe. Alors, ces aides à l'exploitation d'abord, elles sont là effectivement pour venir rétablir un certain équilibre économique. Et on a vu, lors d'une réunion avec le prédécesseur de l'actuel ministre, avec Patrick Vergrit, il nous avait dit, mais l'État français assume de ne pas taxer la route et de vous donner des subventions à l'exploitation. Voilà. C'est toujours un peu obscur pour moi comme stratégie, mais on en est là. Mais maintenant, si on ne fait rien et si on ne développe rien, si on ne montre pas au pouvoir public qu'on est capable de transformer ces aides à l'exploitation, de transformer toutes ces subventions en augmentation de trafic réel, si on ne prend pas du risque, ces subventions risquent de ne pas être reconduites. Il y en a une qui n'a pas été reconduite, hein, on en parle peu, mais il y en a une qui n'a pas été reconduite, c'est les 16 millions pour le lancement de services d'autoroute ferroviaire. Et pourquoi ça n'a pas été reconduit? Parce qu'on n'a pas pu justifier du fait de lancer de services d'autoroute ferroviaire. Et ce n'est pas que Via, et ce n'est pas que Lorirail, et ce n'est pas des services d'autoroute ferroviaire. Aujourd'hui, tout le monde peut en lancer. Donc, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner? Un exemple d'innovation qui est garantie de garder ces aides, de leur donner du sens? Je pense qu'il faut... Je n'ai pas d'exemple concret. Je ne vais pas prendre mon exemple, moi, puisque je lance des services l'année prochaine pour la société que je dirige, mais et sur des transversales aujourd'hui, sur des choses qui n'existent pas pour pouvoir offrir aux chargeurs des solutions et des solutions nouvelles. Renforcer un service sur un axe nord-sud entre le sud-est et le nord de la France, remettre un énième leg, encore une fois, entre deux bassins qui sont déjà plutôt bien desservis par rapport à d'autres,
est-ce que c'est vraiment le sens que l'on veut donner aujourd'hui au développement ferroviaire? On aura toujours les mêmes chargeurs, on aura toujours les mêmes transporteurs. Voilà. Il y a d'autres exemples aujourd'hui en France. Transport La Haye, pour pas les citer, qui, eux, osent des transversales qui n'existaient pas ou qui n'existent plus. Oui. Et ils sont avec nous tout à l'heure et je les en remercie, c'est très bien. Je trouve que voilà, c'est par ce genre d'innovation, c'est par ce genre de proposition, de choc d'offres, on en parle souvent dans le voyageur. Il faut oser un peu d'audace. Mais il faut oser aujourd'hui, oui. Okay. Vous m'avez dit en préparant la table ronde, le maritime, eux, ils y arrivent et pas nous. Pourquoi? Le maritime, il faut prendre exemple sur quoi, par exemple? D'abord, l'offre maritime, elle est assez lisible. Et en plus, dans le maritime, ils ont la culture de la coopération et la culture des alliances. Dès lors qu'ils veulent lancer un nouveau service, généralement, ils se regroupent à 2, 3, 4 compagnies. Chacun apporte 1, 2, 3 bateaux sur un service pour pouvoir lancer un service avec 10 navires. Et chacun se partage la capacité à due concurrence de ce qu'il apporte sur le service. Ça, ce sont des principes intéressants. Et je trouve que ce sont des principes que nous, collectivement, devrions être capables de mettre en œuvre. Très bien. Le message est passé, je crois. C'était clair. Merci beaucoup, Alexandre Gallo. Rémi Crochet, vous êtes le nouveau président du GNTC. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Vous êtes aussi président directeur général de Froid-Combi, je le dis en passant. Alors, Rémi Crochet, est-ce que vous pouvez nous donner votre bilan côté combiné? 3 chiffres sur le transport combiné 2023-2024, rapidement sur 2023. Ok. Le transport combiné, c'est à peu près 100 trains par jour sur le territoire. Ça représente 45% des volumes transportés sur le fret ferroviaire en France. Statistiquement, à fin septembre 2024, les volumes en tonnes-kilomètres représentent plus 12% par rapport à 2023. Avec un petit bémol, c'est que les 3-4 premiers mois de l'année 2023 ont été contrariés, on va le dire comme ça, par les grèves des retraites, donc avec beaucoup moins de volume. Et en 2022, on est à moins 8% versus 2024. Ça signifie bien une chose. Alors, je mets un petit bémol, c'est la Maurienne, effectivement. Par contre, ça signifie qu'on n'a pas retrouvé nos volumes de 2022 au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il faut des semaines, des mois, des années à faire venir des transporteurs routiers, des chargeurs sur les trains. Quand vous prenez 3-4 mois de grève, à peu près, vous les perdez et il est très difficile de les faire revenir. Donc au jour d'aujourd'hui, on a moins 8% versus 2022. D'accord. Donc des chiffres mitigés, on va dire. Pour le moment. Mais on garde espoir. Hein. Ouais. Alors vous m'avez dit que vous avez 3 totems, un peu 3 défis clés à relever dans le ferroviaire, enfin du point de vue du combiné. Les 3 totems, c'est d'abord la capacité, le sillon. Et là, il est important, on y reviendra plus tard, je pense. Pour faire un train, il faut un sillon dans les horaires souhaités par nos clients. Voilà, c'est le b.a.-ba. Mais si on n'a pas les horaires souhaités, nos clients ne viennent pas, ou en moindre nombre en tout cas. Donc là, tout à l'heure, peut-être Mathieu Chabanel vous donnera des éléments nouveaux. Après, on a le deuxième, c'est la qualité. La qualité. Et ça, c'est ce que nos clients voient. Ce qui s'est passé en amont, ils ne le voient pas, et heureusement parfois. Mais c'est donc la circulation toutes les nuits. Et Dieu sait si on a des aléas toutes les nuits, pas forcément dus à SNCF Réseau, mais aussi, mais que ce soit par effet climatique, par problème et vieillissement des infrastructures, par des animaux. Encore cette nuit, on a percuté des chevaux, on a percuté des sangliers. Ça paraît assez hallucinant, mais donc on a des vrais problèmes de qualité et on se heurte encore à ce bilan de qualité qui n'est pas suffisant pour certains chargeurs. Et enfin, alors là, c'est le nerf de la guerre. Je suis désolé de le répéter à chaque fois, mais les terminaux. Vous pouvez avoir un sillon médiocre, une qualité médiocre. Si vous n'avez pas de terminaux, vous ne faites pas de train. 0 train. Donc il faut absolument qu'on avance, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Il faut des terminaux. Sans terminaux, on ne réalisera pas les 18%, les 15% ou les 13% d'activité du ferroviaire en France. C'est impossible. Et aujourd'hui, il y a une grande masse de terminaux qui sont complètement saturés. Et je vous parle en connaissance de cause pour des projets que nous devons mettre en place en 2025. On en revient à l'idée, au sujet de l'investissement, des investissements publics-privés. On aura tout à l'heure Jean-Claude Brunier qui nous parlera
top, évidemment, son terminal top. Vous avez aussi souligné 20% de conformité à la demande sur des sillons préconstruits. Il y a des difficultés sur les préconstruits. Alors les 20%, je tiens à le préciser quand même, par rapport aux horaires précis qu'on a demandé. Ça ne veut pas dire que les sillons ne sont pas alloués, hein, soyons clairs et nets. Il y a une grande majorité de sillons qui sont alloués pour le SA, le service 2025. Mais on a quelques difficultés, même si sur des sillons historiques, même sur des préconstruits accords cadres, on rencontre des difficultés dans le transport combiné, en tout cas, sur la véritable authenticité par rapport à la demande. Ensuite, et je rejoins ce que disait Alexandre tout à l'heure, par exemple pour de nouveaux trafics sur le sillon 2025, on se rend compte que les sillons sont attribués à peu près, mais très loin de nos demandes en termes d'horaire. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on imagine le développement, et je le souhaite, du transport ferroviaire, dont le combiné bien sûr, des voyageurs, les travaux qui sont obligatoires, il faut faire des travaux, même si ça nous procure quelques soucis, on a franchement des soucis et des interrogations sur la faisabilité de SNCF Réseau à nous allouer les sillons dans les heures demandées sur les 5 à 10 ans à venir. Ok, donc ça c'est noté. Et quand même un point positif, Rémi Crochet, une avancée, un élément positif que vous pouvez souligner sur l'année 2024. Alors je vais en prendre deux, oui. C'est toujours mieux. Déjà il y a le programme C2E Remove qui a eu du mal à voir le jour, mais allez, on va dire qu'il est sur de bons rails maintenant, si je peux me permettre. Ce programme permet et souhaite dynamiser le report modal, et ça c'est important. Le deuxième point, c'est le schéma directeur, qui vient d'être officiellement envoyé par la DGITM. Donc ce schéma, il reprend l'ensemble des flux et des terminaux existants, et surtout, il met en focus les besoins que nous aurons sur les 5, 10, 15 ans à venir. Et ça, c'est important. Et là, la profession doit vraiment prendre en main le sujet. Il faut absolument concrétiser le schéma directeur, tout en partie, en tout cas, rapidement, pour pouvoir effectuer le développement du fret ferroviaire et notamment du transport combiné en France. Merci Rémi Crochet, donc pour la voix du Groupement national du transport combiné, bien noté. Il y a peut-être des questions, hein, surtout envoyez-les, je les recevrai sur la tablette et on les traitera juste après, une fois que tout le monde se sera exprimé ici. Alors je me tourne vers Florence Rousse. Bonjour Florence. Je suis ravie d'avoir une deuxième femme à mes côtés. Alors vous êtes la vice-présidente de l'ART, donc c'est l'agence de régulation des transports. C'est un régulateur sectoriel, c'est aussi une autorité publique qui est indépendante de l'État, même si elle y est rattachée, il faut le préciser. J'ai dit qu'on se rencontrait sous un regard neuf aujourd'hui. Et donc vous avez des avis, des recommandations sur les engagements de l'État. Donc vous n'êtes pas les seuls à dire que les travaux doivent se faire, mais vous avez mené des études, enfin une étude plus précisément avec 2 axes. Dans cette étude, il y a 2 hypothèses. Dans un cas, on se plante et dans l'autre, on y arrive. Alors donnez-nous un peu la couleur de ces 2 hypothèses. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, l'ART a des compétences qui ne sont pas complètes hein, sur chaque mode de transport. Il faut regarder ça de près. Mais donc dans le domaine ferroviaire, on est plutôt en relation avec les infrastructures, avec les gestionnaires d'infrastructures et également avec les questions de concurrence entre opérateurs, entreprises ferroviaires, pour s'assurer que cette concurrence est équitable. Mais on n'a pas toutes les manettes, donc on n'est pas déterminant, je dirais, dans toute la réflexion que vous avez aujourd'hui sur l'évolution du marché, etc. Mais par contre, sur les infrastructures, on a été amené à faire effectivement une étude. Entre parenthèses, on n'est pas les seuls, tout le monde à ce moment-là déjà faisait des études et s'inquiétait en fait de l'évolution des investissements sur le réseau qui en France est vieillissant. Il y avait eu le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. SNCF Réseau lui-même avait fait des simulations en fait à 20 ans sur qu'est-ce qui se passe dans un scénario où je continue comme aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe
si je fais comme je pense qu'il faudrait faire, c'est-à-dire faire plus d'investissements. Et donc, nous, on a repris tout ça. Donc, c'est une étude où on n'a pas tout inventé. Je veux dire, on a beaucoup travaillé avec SNCF Réseau, avec le COI. On a repris les hypothèses du COI, c'est-à-dire avec soit un scénario tendanciel, c'est-à-dire on continue à investir pour le rajeunissement et la modernisation du réseau comme aujourd'hui. Voilà. On ne s'intéressait pas aux investissements de développement, mais vraiment à ce qui est l'état du réseau, pour permettre effectivement, comme disaient les précédents interlocuteurs, d'avoir une fiabilité des circulations et une régularité des circulations. Et on a beaucoup travaillé également avec SNCF Réseau pour, une fois qu'on définit des montants en fait, d'investissement par an, comment on les affecte en fait, en priorité à telle ligne plutôt qu'à telle ligne en fonction des caractéristiques de ces lignes. Voilà. Et on a fait des modèles qu'on a fait nous-mêmes par contre, du coup, pour en déduire suivant les deux scénarios. Le premier scénario, c'était 2022-2042. On avait un montant d'investissement total de 50 milliards d'euros. Alors attention, c'est en euros constants, parce qu'en euros courants, ça fait beaucoup plus. Ça fait 75 milliards. Bon. Et puis le scénario transition écologique, qui est celui qui est le scénario préféré, en fait, qui a mené un montant, pareil en euros constants, de 98 milliards d'euros sur ces 20 ans. C'est beaucoup, hein, mais il nous est apparu que... donc on a fabriqué un modèle dans lequel on simule du coup l'impact de ces deux scénarios sur le trafic, avec des hypothèses sur, suivant l'état du réseau, l'impact que ça a sur la régularité, la fiabilité et donc le marché. Voilà. Donc la première hypothèse, c'est on maintient ce qu'on est en train de faire, on reste sur la ligne. Le deuxième, c'est-à-dire en gros 2,5 milliards, pour le dire grossièrement, oui. Hein, d'euros par an d'investissement de modernisation et de régénération du réseau. Et puis dans l'autre, en fait, eh bien, les premières années, en fait, on montait à 3, 3,5, etc. pour atteindre en 2027, finalement, ce qui a été annoncé par le ministre, qui était un peu plus 1,5 milliard d'ici 2027. Mais ensuite, on continue à monter. Ensuite, pour atteindre 5 milliards par an, etc. Et pour aboutir donc au chiffre global que j'ai donné tout à l'heure. De ces deux hypothèses ? Le résultat, en fait, l'idée, c'était un peu d'illustrer les conséquences, en fait, qui sont des conséquences non pas à court terme, mais à long terme. C'est-à-dire à court terme, dans les deux scénarios, en fait, on a un problème sur le trafic parce que le montant des travaux est tel que même les premières années, même dans le scénario transition écologique, on a un choc un peu des lignes, notamment les lignes 5 et 6. Il y a tellement de travaux à faire qu'il y aura forcément un cap à passer. Hein. Okay, il y a le cap des travaux. Mais après, par contre, le trafic croît. Et en fin de période, on a une augmentation de trafic de près de 40%, alors que dans le scénario tendanciel, on peine en 2042 à atteindre le trafic de 2022. C'est-à-dire que le trafic stagne. Les coûts d'exploitation de SNCF Réseau explosent parce que, évidemment, les coûts d'entretien sont énormissimes. Et donc, en fait, au-delà du contrat de performance 2030, où ils arrivent à peu près à tenir le contrat de performance, mais après, ça se dégrade, ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus de réserve de productivité. Et donc, en fait, au final, on a une marge opérationnelle qui ne fait que décroître, un trafic qui décroît, et donc, finalement, en 2042, on se retrouve avec aucune ressource, en fait, pour pouvoir rebondir, en fait, vers le futur. Alors, quelle est la réponse réaliste entre les deux scénarios ? Nous, c'est le scénario transition écologique qu'il faut... Oui. Parce qu'on avait un scénario maximaliste aussi au-dessus. Donc, évidemment, c'est le scénario de transition écologique. Après, nous, on n'est pas là pour dire il faut le faire, on peut le faire. On a conscience des montants extrêmement importants. Donc, on verra après, oui, dans les réponses peut-être de Mathieu Chabanel et d'Alexandre Arnage, ce qui est réaliste. Vous avez aussi un avis et des recommandations sur le sujet de l'accès à l'infrastructure, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Quelles sont vos préconisations ? Alors, on est en contact très fréquent avec SNCF Réseau, évidemment, puisque c'est le cœur de nos missions dans le domaine ferroviaire. Et donc, je dois dire que, ça a été dit tout à l'heure, SNCF Réseau a énormément progressé, si je puis me permettre cette expression,
Moi, je suis arrivée à l'ART en 2020 et il y avait des plaintes. Il y a eu des règlements des différends. Il y en a eu un en 2020, en 2022. On a été amené à imposer des sanctions aussi à SNCF Réseau et tout ça concernant l'attribution et les modalités d'attribution des sillons, l'information des entreprises et le fait de rendre les sillons lorsque les travaux qui sont censés avoir été effectués n'ont pas été effectués. Donc il y a des créneaux, des sillons qui ont été délivrés, qui ont été refusés et qui ne sont pas libérés. Enfin, tout un tas. On a regardé ça de très près, on regarde ça avec beaucoup de détails. Et je dois dire que, il y a vraiment, je trouve, un engagement assez fort des SNCF Réseau pour améliorer la situation. Ils ont mis en place des plans d'exploitation de référence pour essayer d'avoir une prévisibilité à 5 ans des trafics. Donc ce que je peux dire là-dessus, par contre, c'est qu'ils ne sont pas forcément très adaptés au trafic de fret, et notamment pour les longs parcours. Et on voit que, par exemple, le taux de refus de sillons pour des lignes de très très courte distance, il est assez faible finalement. Donc il y a plutôt un bon taux d'attribution de sillons. Par contre, quand on arrive à des parcours de 7 à 800 km et au-delà, on a un taux d'attribution de refus des sillons qui peut atteindre 50%. Donc c'est énorme. Donc là, j'y vois vraiment un nœud important, pas ferroviaire, mais un nœud, une difficulté. Et c'est pour ça que j'embraye, vous l'avez évoqué, sur l'aspect européen. Oui, c'est-à-dire que le projet de règlement sur les capacités européens, je pense qu'il va forcément avoir un impact sur la planification des routes. Et cet impact, il est essentiellement évidemment sur les routes européennes, internationales, mais ça aura un impact aussi sur la façon de procéder, les pratiques, y compris pour les lignes intérieures de plus longue distance. Et donc je me félicite que l'année 2024 ait permis d'avancer sur ce règlement qui maintenant est au Parlement européen. Et si je puis me permettre, peut-être que Mathieu Chabanel répondra, mais je me demande pourquoi finalement les gestionnaires d'infrastructures ne commencent pas tout de suite finalement tout seuls en fait, y compris entre eux, entre gestionnaires au niveau international, à appliquer finalement les préceptes de ce règlement sans y être contraint, mais tout de suite, pour essayer d'avoir une amélioration en fait de l'attribution des sillons sur les longues distances. Ça me paraît vraiment très important. On garde ce point, cette question sur les sillons longs, sur l'attribution des sillons longs. Et un point positif quand même pour 2024, pour vous? Alors, un autre point positif, à part l'avancée du règlement... En quelques mots, parce qu'après on va avancer avec... Voilà, donc j'ai un point positif, c'est que le contrat de performance de SNCF Réseau est en cours de renégociation et j'espère que ce sera fait, mais la loi en 2024 a permis ou va imposer qu'à ce contrat soit annexé finalement une planification des investissements, mais dans le détail, en précisant tel type d'investissement, lesquels, pourquoi, etc., sur les 3 ans à venir. Alors, c'est vrai que c'était une recommandation de l'ART de préconiser ça pour les 10 ans, d'avoir un plan à 10 ans, mais je trouve qu'un plan à 3 ans, c'est déjà bien. Très bien, parfait. Merci à vous, Florence Rose. On va tout de suite regarder une vidéo de Patrick Jantet, qui est donc le président de la FIF, la Fédération des industries ferroviaires. Il n'est pas avec nous, mais il a enregistré cette vidéo. Et juste après, on passera à vous, Alexandra Nash. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis du ferroviaire, veuillez tout d'abord m'excuser de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être présent avec vous, et ce d'autant plus que le fret est, de mon point de vue, un secteur qui devrait avoir un avenir brillant et nécessaire à l'économie et à l'industrie de notre pays. Le premier point que je voudrais vous dire, c'est que le fret ferroviaire est évidemment aujourd'hui le seul moyen de transport du fret véritablement décarboné. Une décarbonation éprouvée. Évidemment, lorsqu'il est électrifié, il va sans dire qu'il faut continuer à le développer. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement, ou plutôt les gouvernements successifs ont décidé, puisqu'ils ont décidé de doubler la part de marché du fret ferroviaire dans notre pays. Il s'agit maintenant de mettre en action ce plan que les gouvernements ont décidé. Pour cela, ça passe d'abord par de l'investissement.
de l'investissement dans le réseau ferré national, notamment son renouvellement, avec l'engagement que la Première ministre, Mme Borne, avait pris d'un plan d'investissement de 100 milliards d'euros qu'il faut réaliser aujourd'hui et qu'il faut que le gouvernement actuel nous confirme. Il faut investir aussi sur la modernisation. Qui dit modernisation, pour moi, dit digitalisation du système ferroviaire. C'est tous les programmes que SNCF Réseau a lancés autour de l'ERTMS, autour des CCR, autour des projets Argo, c'est-à-dire des postes digitalisés du XXIe siècle. Ils sont essentiels car ils permettent d'améliorer la productivité du système. Enfin, il faut que ces investissements soient réalisés de manière plus industrielle, toujours pour améliorer à la fois la qualité, mais surtout baisser les coûts, car ce qui aujourd'hui est un frein au développement du ferroviaire, et notamment du fret ferroviaire, c'est le coût du ferroviaire, le coût d'investissement et le coût d'exploitation du ferroviaire. Donc, tous les systèmes qui permettent de baisser les coûts de production sont évidemment les bienvenus. Donc, pour réaliser tous ces investissements, SNCF Réseau est soutenu par l'ensemble de la filière industrielle, qui a des usines en France pour produire l'ensemble des équipements nécessaires à cette rénovation et à cette modernisation. Et aujourd'hui, l'ensemble des industriels sont prêts à relever ce défi-là. Le deuxième grand sujet, c'est la capacité. Il faut donner une priorité, un certain niveau de priorité au fret ferroviaire, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors maintenant, l'Union européenne a imposé un certain nombre de créneaux par heure. Il faut augmenter et accroître cette possibilité d'avoir des sillons garantis pour le fret ferroviaire. C'est essentiel pour leur productivité, pour leur capacité à délivrer des services de qualité. Enfin, pour les industriels, il me paraît important d'avoir de la visibilité et de la continuité. Des carnets de commandes en dos d'âne, en dos de chameau, c'est catastrophique pour nos industries. C'est catastrophique parce que ces industriels, à ce moment-là, sont obligés de licencier. Ils licencient et les personnes vont dans d'autres secteurs. Et puis quand les commandes repartent, et bien à ce moment-là, on a du mal à embaucher. Et il faut évidemment non seulement embaucher, mais aussi former. Et donc, on a du mal à répondre à la demande. Et donc, il est indispensable de garder de la continuité dans le temps long. Et à ce titre-là, la position de la Fédération des industries ferroviaires est qu'en matière de ferroviaire, et en particulier de fret ferroviaire, il serait nécessaire d'avoir une loi de programmation des infrastructures de transport, et en particulier ferroviaire. Ça permettrait de donner une visibilité à long terme, entérinée par le Parlement, et donc ça donnerait une force et une confiance à l'ensemble du tissu industriel français. Peut-être en conclusion, je dirais que la Fédération des industries ferroviaires soutient toutes ces initiatives de renouvellement, de modernisation, de telle manière à améliorer la productivité de l'ensemble du fret ferroviaire et de manière à ce que celui-ci puisse doubler sa part modale, comme il a été prévu par les différents gouvernements. Parfait, merci à Patrick Jeantet. On remet la lumière. Alors, Alexandra Nash, on va prendre la suite avec vous. Donc, vous êtes sous-directeur des services transports ferroviaires, des services ferroviaires à la DGITM, donc au ministère des Transports. Bonjour. Bienvenue à vous. Content d'être là ? Oui, très content. Alors, beaucoup de questions et d'incertitudes ont persisté au démarrage sur ces investissements de l'État avec la loi de finances. Voilà, au moment où on dit loi de finances, il y a de la musique qui s'allume. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est maintenu concrètement pour les aides de l'État au développement du fret et sur quoi portent encore les éventuelles incertitudes ? Alors, je ne peux pas vous garantir le résultat des débats parlementaires. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est ce qui figure dans les hypothèses du projet de loi de finances pour 2025. Et c'est plutôt pour nous des bonnes nouvelles qui vont dans le bon sens. Parce qu'en effet, dans le détail, on voit que la compensation fret, donc qui permet de faire baisser le prix des péages, est portée à un niveau important, c'est-à-dire 222 millions, qui inclut notamment les 65 millions qui avaient été ajoutés annuellement au titre de la compensation additionnelle. On a également, sur les aides au transport combiné, un montant de 47 millions, conformément à l'enveloppe que l'on connaît depuis 2021.
Et puis, on a une diapo qui s'affiche là, en même temps. Où vous parlez. alors ça, ce sera pour l'investissement. Donc là, je parle pour l'instant des aides pour l'exploitation. Et puis pour le wagon isolé, pour l'aide au wagon isolé, on était à 70 millions par an jusqu'à maintenant. Et l'hypothèse qui est prise pour 2025, c'est d'ajouter 30 millions à ce montant. Donc si je somme l'ensemble, on est sur une enveloppe hypothétique encore, hein, de 370 millions pour 2025 au titre, environ, hein, au titre des aides à l'exploitation. Donc c'est un effort important et qui est en phase d'augmentation, conforme à nos hypothèses et à nos principes qui figurent dans notre stratégie nationale du développement du fret ferroviaire. Donc ces aides, elles ne sont pas en danger? Alors, pour rebondir la sur suite, ce que disait Alexandre Gallo pour la tout à l'heure. suite, chaque année, on sera soumis à l'annualité du débat parlementaire. Donc ce sujet reviendra chaque année sera remis en débat. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a un cadre qui se met en place sur ces sujets. On a des grandes lignes, on a des documents qui nous permettent d'asseoir notre trajectoire. Et cette structure, elle est extrêmement précieuse justement pour défendre ces budgets dans le cadre des débats parlementaires. Très bien. Alors parlons du projet Ulysse, justement le plan d'investissement annoncé par Clément Beaune en 2023. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc autour du développement de différents projets, terminaux, capillaires, mise au gabarit, digitalisation, installation de tri, 4 milliards d'euros d'ici 2032, dont la moitié viennent des caisses de l'État. Où en êtes-vous du point de vue de la planification? Donc c'est ce qu'on va voir là sous forme de diapositive. Vous allez nous expliquer. On va voir un peu la ventilation là en différents chapitres. Expliquez-nous le mode d'emploi. Oui, volontiers. Juste rappeler qu'avant de parler directement de cette programmation, il s'est passé déjà beaucoup de choses, notamment en anticipation de la programmation Ulysse Fret sur l'investissement. Et il y a des niveaux d'investissement actuellement qui sont extrêmement élevés. Ça a commencé en 2022 avec le plan de relance qui a permis à l'État d'investir 250 millions, donc qui a permis d'investir sur des dossiers comme l'extension du terminal de Vénissieux, l'aménagement de l'accès ferroviaire au port de Mâcon, de nombreuses installations terminales embranchées. En 2023, cet effort de l'État a été de 86 millions. Et puis en 2024, on a des engagements donc, qui sont pour certains déjà pris, mais d'autres qui sont en cours, d'un montant total de presque 200 millions, qui inclut les capillaires fret pour 47 millions, des installations de tri et voies de service de 70 millions de l'État, auxquelles vient s'ajouter le financement européen qui est substantiel sur ces sujets, la digitalisation qui va favoriser les échanges entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructures à hauteur de presque 20 millions, différents terminaux d'autoroutes ferroviaires comme Sète et Calais pour 6 millions, la mise au gabarit du tunnel d'Angoulême pour 16 millions, et puis l'accès au site d'Eton pour 25 millions. Pour le sujet de la programmation, il y a eu un gros travail qui a été fait avec l'ensemble des acteurs, en particulier 4F, SNCF Réseau et l'État, qui a permis en fait de définir une programmation des 4 milliards d'euros prévus, dont 2 milliards de participation de l'État. Alors cette répartition là qui est projetée, qui figure dans le tableau, on l'a volontairement surbookée, enfin surréservée, comme on dit en bon français. Donc on est sur un montant supérieur à 4 milliards d'euros, mais ça nous permet de tenir compte de la vie des projets et d'avoir des marges de manœuvre. Ce que je peux dire sur ce tableau, si je le prends en commençant par le bas, sur les terminaux de transport combiné, on a une prévision de 1,1 milliard pour la modernisation et la création de nouveaux terminaux. Rémi Crochet en a parlé tout à l'heure, c'est une dimension très, très importante. On a notamment prévu la création de 18 nouveaux terminaux de transport combiné. Il y en a 5 qui sont déjà identifiés, que je peux citer. C'est le terminal de Rungis, celui de Cherbourg, celui terminal Ouest-Provence, à Miramas, Mouguer et les Aubrais. Et il y en a donc 13 autres qui sont en cours de recherche. Nous venons de publier le schéma directeur du transport combiné
qui est un document extrêmement important qui fixe le cap sur ces éléments-là. Il est disponible sur le site du ministère. Vous le trouvez en tapant transport combiné sur votre moteur de recherche préféré. C'est le premier résultat. Ensuite, sur le sujet capacitaire, on a une enveloppe d'1,26 milliard, donc qui est un programme qui est aujourd'hui stabilisé et qui commence à s'engager avec les premières études. Sur les gabarits, c'est peut-être le point sur lequel nous sommes le moins avancés, en raison d'un besoin d'études techniques extrêmement lourd et long. La volonté de l'État, c'est d'aboutir à une première programmation pour la fin de cette année, pour pouvoir basculer sur la suite. Sur le digital, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a déjà un gros effort qui est fait dès cette année, 192 millions. Sur les ITE et les capillaires, 900 millions en tout. Donc là, on est sur la partie contrat de plan État-région, donc comme pour les terminaux. Sur les tri à la gravité, on a déjà une bonne partie qui est engagée, donc sur les 86 millions, sur les 4 sites de tri à la gravité, donc Wapi, Le Bourget, Miramas et Ciblin. Et sur les voies de service, 716 millions. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est le rapport final que SNCF Réseau s'apprête à nous remettre. Une fois ce rapport remis, nous disposerons donc d'un plan concerté avec l'ensemble de la filière et le gestionnaire d'infrastructure, qui nous donne un cap pour les 8 prochaines années de manière structurée, complète et cohérente. Très bien, merci. C'est fidèle à vos attentes, messieurs, quand vous regardez cette diapo? Le problème, c'est la temporalité. C'est pas tant c'est pas tant le montant, c'est la temporalité. Quand on voit que les retards annoncés sur les gabarits. Les gabarits, par exemple, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de volume additionnel, parce que la France aujourd'hui ne permet pas la circulation au gabarit P400 sur l'ensemble du réseau, enfin, au moins sur la plupart des axes structurants. Et c'est ça qui, finalement, avec les terminaux, qui va permettre de pouvoir drainer le plus de volume. Et c'est là où on est inquiet sur la temporalité. Réaction, Raphaël. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est les financements pour aller au bout du plan des 4 milliards. Oui. Donc à voir si les financements sont au rendez-vous. Maintenant, c'est la mission de 4F, c'est d'obtenir les financements. Oui. Très bien. Alors, j'ai des questions qui arrivent, là, on va les traiter après, mais tout d'abord, je m'adresse à vous, Mathieu Chabanel, bienvenue. Donc, vous êtes le PDG de SNCF Réseau. Peut-être rapidement, parce qu'il y a des choses déjà qui ont été dites, bilan 2024 versus 2023, peut-être si vous avez juste un mot à dire là-dessus. Non, mais je pense qu'on pouvait difficilement faire pire que 2023. Donc, forcément, c'est ce que disait Rémi Crochet. 2024, c'est mieux. C'est mieux sur beaucoup d'indicateurs. En trafic, on n'a pas encore retrouvé 2022. On espère qu'en 2025, on aura retrouvé 2022 et qu'ensuite, on pourra s'inscrire sur une trajectoire de hausse durable par rapport à ce niveau-là. Voilà, il y a des choses, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encourageantes en 2024 qui marquent une inflexion par rapport à l'année 2023. Donc vous êtes attendu sur différents sujets. On pourrait les classer en 3, en 4, en 5. Si on en prend 3, ça ferait régularité, sillon, travaux. Oui, c'est ça, à peu près. Je pense que... Moi, je les classe généralement en 4. Il y a un premier sujet, c'est comment on fait la promotion. Mais ça, c'est un travail collectif, mais dans lequel SNCF Réseau essaye d'avoir toute sa part. Comment on fait la promotion du fret ferroviaire? Comment on fait la promotion du fret ferroviaire auprès des chargeurs? Comment on fait Parce qu'il y a une attente, parce que c'est SRD, Scope 3, etc. Il y a plein de chargeurs qui ont envie de décarboner leur chaîne logistique. Mais le ferroviaire, ça fait parfois un peu peur. Et donc là, on a un rôle pour pouvoir expliquer que ce n'est pas insurmontable. Et voilà, on fait les conférences Régio-Fret avec l'ensemble des acteurs qui sont ici. On fait la promotion avec le GNTC du transport combiné. Donc voilà, il y a ce premier rôle. On en reparlera à la campagne Oser le faire, on en reparlera en atelier aussi. Il y a ce premier rôle de SNCF Réseau. Puis après, il y a 3 rôles opérationnels qui sont effectivement les sillons, les circulations, les investissements. Sur les sillons, voilà, les résultats cette année sont en progrès par rapport à l'année dernière en termes de taux d'allocation. Ils ne progressent pas beaucoup en termes de conformité à la commande sur le combiné. Donc là, on a vraiment un pas à faire parce qu'on est plutôt dans une stagnation sur ce volet-là. Donc il reste des progrès. Et pour répondre à Rémi Crochet et à Florence Rousse, justement, sur les sillons longs, est-ce qu'il y a un changement de méthode ou est-ce qu'il y a
Oui, alors nouveau. il y a plusieurs choses sur les sillons longs. C'est clair que les sillons longs, ils rencontrent plus de travaux que les sillons courts, et donc ils sont plus difficiles à tracer que les sillons courts. Et alors, si c'est des sillons internationaux, ça pose aussi la coordination, le sujet de la coordination entre les gestionnaires d'infrastructures, dont certains ont des plans de travaux qui sont encore bien supérieurs aux nôtres. Alors, on ne fait pas rien en la matière. Je vais prendre un exemple qui s'est passé cet été. Les Allemands ont fait des travaux massifs côté Allemagne qui aurait fortement pénalisé le fret ferroviaire. On a fait passer ces trains par Strasbourg-Lauterbourg et ça a permis de sauver plus de 1000 trains qui auraient été arrêtés par les travaux côté Allemagne. Donc il y a des efforts de coordination. Moi, je reste persuadé que les plans d'exploitation de référence, alors, dans lesquels il faut qu'on intègre pleinement le fret, sont une des solutions pour traiter et préserver de la capacité pour le fret. Sur les endroits où on a fait des plans d'exploitation de référence, il y a en moyenne entre 25 et 60% de sillons réservés en plus pour le fret qu'avant d'avoir fait ces plans d'exploitation de référence dans le préconstruit. Donc on a vraiment la volonté d'inscrire ces sillons. Après, il faut aussi qu'on se dise que le fret évolue dans un système dans lequel il y a d'autres trains. Et vous voyez d'autres déclarations publiques d'acteurs du transport de proximité, notamment, qui ne comprennent pas pourquoi on réserve cette capacité pour le fret. Donc nous, on l'assume pleinement. J'ai déjà cité à de nombreuses reprises les chantiers de Dijon, le chantier de l'année prochaine entre Étampes et les Aubrais, dans lequel on va faire les travaux de jour pour préserver la capacité de fret de nuit sur le corridor atlantique. Ça nous demande une très grande pédagogie vis-à-vis de l'ensemble des autorités organisatrices, y compris l'autorité organisatrice État, qui ne comprend pas pourquoi on ne fait pas les travaux plutôt de nuit. Et donc voilà, on a à concilier ça. Il faut qu'on se dise que sur notre réseau, ça restera durable. Et ça fait le lien avec le sujet des investissements, parce qu'il y a un certain nombre de situations où c'est les investissements de désaturation de la capacité qui nous permettront de concilier la croissance des trafics fret et voyageurs. Il y a un certain nombre d'endroits où si on n'investit pas pour désaturer le réseau, on ne pourra pas avoir durablement la croissance autour des métropoles, par exemple, et des trains de fret qui traversent ces métropoles. Donc il faut qu'on mène à bien les enjeux du programme d'investissement. Mais là aussi, moi j'ai quand même une vision plutôt optimiste de la situation. Non, plutôt optimiste. Ne surinterprétez pas ce lapsus. Je serais pas président de SNCF Réseau si j'avais pas une vision optimiste du monde. Une vision plutôt optimiste, parce que c'est la troisième fois cet automne que je me retrouve dans cette salle pour parler de sujets de ce type. Et avant, c'était avec le GNTC. Il y a eu le GNTC, il y a eu l'AFRA. Et l'AFRA. On a, et bien, de séance en séance, je peux annoncer des investissements nouveaux qui ont été signés entre une séance et l'autre. Là, le 17 novembre, on a signé 49 millions d'euros avec l'État d'investissement sur les voies de service en 2026, financé à 60% par l'État, à 40% par SNCF Réseau. C'est très concret. Et ça, c'était pas quand on était à l'AG du GNTC la dernière fois. Voilà. Donc, ces investissements, on n'est pas encore à avoir bouclé le plan de financement des 4 milliards. Je suis d'accord avec Alexandre et Raphaël. Mais de séance en séance, de mois en mois, on crante une partie de ces investissements. Et ça, c'est derrière de la facilité pour les opérateurs et un réseau de meilleure qualité, ou tout du moins un réseau préservé qui permet de continuer à parler d'ambition de développement. Je m'arrête peut-être là parce que sinon je peux raconter beaucoup de choses. On va peut-être répondre aux questions. Je sais que vous êtes aussi sur d'autres chantiers, très rapidement, les plateformes multimodales. Oui, mais sur le transport combiné, on en a beaucoup parlé. Oui. Moi, je redis vraiment avec conviction. Il me semble que par rapport à ce que disait Raphaël en début de notre échange, c'est un des secteurs sur lequel il peut y avoir de l'investissement privé. Donc, mettons en place les conditions de visibilité, de durée,
pour permettre cet investissement privé, de manière à concentrer l'investissement public là où il ne peut pas y avoir d'investissement privé. Donc il faut qu'on travaille sur les durées des conventions. On est passé, on était bloqué sur 5 ans, on est passé jusqu'à 22 ans. Je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on regarde aussi d'autres modalités de bail amphithéotique, etc. C'est un travail qu'on met aujourd'hui sur le métier de manière à permettre de faciliter cet investissement. Et puis, il y aura l'investissement sur les terminaux de SNCF Réseau, mais il y a tous les terminaux qui peuvent se construire en dehors de SNCF Réseau, sur lequel l'enjeu, c'est que nous, on les raccorde de la manière la plus efficace possible au réseau ferré national. Très bien. Alors, on va prendre quelques questions. Quelqu'un qui nous demande « Que souhaitez-vous » Donc vous, j'imagine que c'est vous tous, pour limiter l'impact des grèves, point d'interrogation, réglementation, point d'interrogation. Et du coup, je vous adresse aussi la question, Mathieu Chabanel, que pouvez-vous faire pour limiter l'impact des grèves? Non, alors, sur ce sujet-là, c'est un enjeu majeur. Ça a été un enjeu majeur en 2023. Déjà, on essaye d'être transparent dans la manière dont on traite ces sujets, et notamment dont on traite le sujet entre le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Pas entériner l'idée qu'il y aurait une priorité systématique au transport de voyageurs. Il y a une priorité systématique à faire passer le plus grand nombre de trains possible. Et par exemple, on a eu un mouvement social au printemps localisé à Dijon. On a donné la priorité à l'axe fret par rapport aux axes voyageurs, parce que ça permettait de faire passer le plus grand nombre de trains possible. Donc, voilà, il y a aussi des solutions de mobilisation des équipes, il y a aussi des solutions qui sont parfois des solutions techniques de mise en tracé permanent du réseau qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, il y a tout cet effort. On est cette année sur une année où la conflictualité a été fort heureusement beaucoup moins forte qu'elle ne l'avait été en 2023. L'année n'est pas finie, mais on va œuvrer à ce que ça reste le cas. On a réussi la semaine dernière à limiter les conséquences des événements qui ont eu lieu. Donc voilà, on est extrêmement mobilisé sur ce point, notamment de manière à ce qu'il y ait vraiment une équité de traitement entre l'ensemble des trains qui circulent sur le réseau. Très bien. Alors, face aux enjeux climatiques et environnementaux, le fret ferroviaire ne pourrait-il pas être considéré d'intérêt général et faire l'objet d'orientations stratégiques et prioritaires, notamment vis-à-vis de la route? C'est une question un peu d'ordre général. Est-ce que quelqu'un voudrait... Je respecte celui qui a posé la question, mais il faudrait la poser au ministre. C'est plus une question philosophique. Moi, je voudrais juste revenir sur les grèves, parce que oui. Mathieu a souligné... C'est moins philosophique, oui. C'est pas du tout philosophique, oui. Même pas spirituel non plus. Sur les grèves, le souci que l'on peut avoir, c'est que dès qu'on annonce une grève, évidemment, on a des clients qui vont anticiper l'arrêt de train. Et même si on arrive à passer, et même si le sillon est confirmé, même si le poste est tenu. Ça, c'est encore la difficulté qu'on a. On se voit régulièrement avec 4F et l'ensemble des acteurs et Mathieu Chabanel pour remonter ces soucis-là. Qui anticipent, qui se reportent sur autre chose. En fait, ils annoncent une grève, donc d'emblée, les chargeurs disent on va pas circuler. Donc là, il y a quand même un petit souci à régler qui est de garantir, d'avoir un service qui nous garantit que sur des axes importants, on n'ait pas des arrêts. Pas d'autres commentaires? Le truc, c'est que le problème, c'est qu'on a l'information officielle, et ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat de SNCF Réseau, notamment par rapport à ce qu'on appelle les D2I, les déclarations de grève du personnel SNCF Réseau, assez tardivement, 48 heures avant, et donc les chargeurs sont déjà partis sur la route. Voilà. Malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière, dès le lundi, beaucoup de chargeurs avaient donné consigne à leurs transporteurs routiers de passer les flux toute la semaine sur la route parce qu'ils avaient pris peur. Et nous, on n'était pas capable, pour le conflit qui commençait mercredi 20h, à pouvoir, dès le mardi après-midi, annoncer quoi que ce soit. Donc les chargeurs étaient partis sur la route, quoi. Oui, donc il faudrait de sacrées garanties pour que cette peur disparaisse à l'annonce d'un mouvement social. Alors après, là, c'est le cadre légal. Hein, ça renvoie effectivement, les déclarations d'intention de grève sont 48 heures avant. Donc on essaye ensuite de donner le plus vite possible, dès qu'on les a, la visibilité. Mais j'entends tout à fait le sujet des chargeurs qui anticipent. Mais alors moi, je ne peux pas prévenir le dépôt des préavis. Voilà.
ça devient. Alors, il y a deux questions que je vais vous livrer, comme ça on va les regrouper. Il semble que le ferroviaire est près de 100% du marché atteignable, nous dit un des internautes. Faudrait-il donc se concentrer sur les wagons isolés et le combiné pour augmenter la part du marché du ferroviaire, des trains plus performants, point d'interrogation. Et on a un autre internaute qui nous dit: le wagon isolé est très cher et très lent. Ne faudrait-il pas se concentrer davantage sur le combiné? Merci de l'enthousiasme pour répondre, cher collègue. Vas-y, toi. Merci. Alors, Alexandre Gallo, réflexion un peu stratégique. Alors, en fait, ça revient aussi à la question auquel mes collègues n'ont pas répondu. Il y a d'abord... Alors, le combiné, il est vrai, permet à un chargeur de transposer immédiatement sa chaîne logistique avec un segment ferroviaire sur un segment ferroviaire dès lors qu'il fait du tout-route, et ça lui permet d'utiliser le ferroviaire sur un segment. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est un peu réducteur de dire que le wagon isolé est très cher, que le conventionnel n'est plus d'actualité, ou que le conventionnel est saturé, parce que finalement c'est ce qu'il en ressort. C'est un peu réducteur. Je pense qu'il y a trois facteurs qui peuvent nous permettre aujourd'hui de développer le report modal. Le premier, c'est l'équité par rapport au transport routier de marchandises. On n'est toujours pas en termes d'équité. Je rappelle que les routiers ont obtenu le report de l'alignement de la TICPE, qu'ils ne payent toujours pas les externalités, et qu'ils ne payent toujours pas l'infrastructure sur laquelle ils roulent. Ça, c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Et c'était le sens de l'écotaxe, c'était vraiment d'aller venir payer les infrastructures de mobilité de masse. Et c'est ce qui se passe en Allemagne avec la LKW-Maut. Et est-ce qu'on peut y voir aussi une corrélation entre la part modale du ferroviaire en Allemagne et la part modale du ferroviaire en France? Deuxième facteur, c'est qui commercialise. Et là, on a un vrai problème aussi de commercialisation, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de logisticiens et beaucoup de transporteurs ne proposent pas d'offres ferroviaires, ne proposent pas à leurs clients, ne disent pas, voilà, vous avez l'offre routière, elle a ses avantages de fiabilité, de régularité, de flexibilité, et puis de tarifs bien souvent, et puis il y a l'offre ferroviaire, et l'offre ferroviaire, voilà ses avantages, et notamment en termes environnementaux, avec le bilan carbone que ça va vous apporter. Et donc, pour conclure cette question, non, je vous invite à accélérer pour qu'on puisse enchaîner. Voilà. Donc, et le troisième facteur, c'est la fiabilité du réseau. Et c'est ça qui peut nous apporter les choses. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le wagon isolé est trop cher, parce qu'il convient à un certain nombre de chargeurs, notamment dans la chimie. On ne peut pas dire que le combiné soit la solution miracle, parce qu'aujourd'hui, il y a les contraintes du réseau. Et puis, surtout, il y a la commercialisation de ces offres-là. Rémi Crochet, un commentaire ou pas? Parce qu'on est sur votre terrain. Non, Alexandre a tout dit. Merci. Tout est dit. Parfait. Je prends une dernière question. C'est quelqu'un de la salle qui a évoqué les événements climatiques qui ont provoqué de nombreux dégâts sur le réseau ferré en France et en Europe. Je me tourne vers vous, Mathieu Chabanel. Face à ces événements climatiques de plus en plus forts et récurrents, quelle est la stratégie de SNCF Réseau et de l'État en termes de résilience face au changement climatique pour ces prochaines années? Ouais, alors c'est une grosse question, hein. On a vu les conséquences désastreuses, notamment de la tempête. Alors je me trompe entre Kirk, c'est ça, qui est sur la région Rhône-Alpes, parce qu'on a eu Leslie, Kirk, Caetano. Enfin voilà, on a quand même enchaîné cet automne quelques tempêtes très importantes. Dans ce contexte-là, on a eu une attention très spécifique sur le fret, puisque c'était la rive droite du Rhône et donc des installations très dédiées au fret qui avaient été les plus touchées. La première réponse au changement climatique, c'est d'abord de réaliser le programme d'investissement de modernisation du réseau, parce qu'un réseau modernisé en 2024, il est déjà plus résilient qu'un réseau qui date des années 60 ou 50 ou 40 ou 30. Je peux remonter jusqu'au début du XXe siècle sur les installations dont on dispose. Donc ça, c'est le premier enjeu. Avant même de demander des investissements complémentaires pour la résilience au changement climatique, si on fait déjà le programme d'investissement qui a été annoncé en 2023, donc passer de 3 milliards par an à 4,5 milliards d'euros par an dans la régénération et la modernisation du réseau, on aura une première réponse au changement climatique. Et puis après, il va falloir trouver des réponses plus adaptées, celles-là, plus ciblées sur un certain nombre de problématiques, et notamment l'idée
l'hydraulique, parce qu'en fait, le changement climatique, on a, je pense, longtemps eu l'image que ça voulait dire des étés plus chauds. Et en fait, on voit que le changement climatique, en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est certes des étés plus chauds, certes des canicules, mais c'est aussi 6 mois où il pleut tous les jours sur certains territoires, voilà, et des phénomènes de dérèglement de ce type-là. Et je pense que l'hydraulique sera un de nos gros sujets à traiter vis-à-vis de cette problématique. Merci Mathieu Chabanel. Oui, Raphaël. Un point à soulever, parce qu'on ne le dit jamais, on n'est pas que des râleurs dans le ferroviaire. Il faut quand même noter qu'après la première tempête qu'il y a eu, Kirk, ça a été dramatique, mais les travaux ont été faits extrêmement rapidement. Très bien. Personne ne le souligne, je ne suis pas payé par SNCF Réseau, je suis payé par Europort, mais on a tous été très impactés, mais les travaux ont été faits de façon très rapide. Même la semaine dernière, avec les incidents qu'il y a pu y avoir, plus la grève, on avait les grèves, plus la neige, la tempête, le vent, etc., on a réussi à quasiment rattraper tous nos trains. Je parle pour Europort. Il y avait une question rapide, mise au gabarit P400 des tunnels vosgiens, de façon très spécifique. Mais réponse courte. Non, c'est vrai que c'est un des projets qui permettrait de créer un itinéraire du nord de l'Europe vers la Suisse en passant par la France plutôt que par l'Allemagne. Donc ça a beaucoup d'intérêt. C'est un projet qui aura un impact majeur sur les circulations quand il faudra le réaliser. Donc ça, il faudra qu'on l'intègre dans un calendrier. Et c'est un projet qui doit trouver son financement. Voilà. Un dernier qui dit que le SNCF Réseau n'indemnise jamais les voyageurs pénalisés par leurs interruptions de trafic, travaux de jour et blancs travaux. C'est les voyageurs. Alors, quand les travaux sont programmés, non, il n'y a pas d'indemnisation sur les travaux programmés. Voilà. C'est comme ça. Sinon, les travaux coûteraient encore plus cher et on en fera encore moins. Donc, non, voilà. Donc, il n'y a pas de... On est vraiment hors délai. Donc, si c'est une question très courte, je veux bien... Ma question, c'est est-ce que vous allez prendre les questions de la salle ou est-ce qu'on... Alors, on a pris les questions de la salle, oui. En fait, c'est pour ça qu'on vous a indiqué une adresse mail pour que ça arrive directement sur la tablette. C'est la règle du jeu. Je me plie à la régie technique, mais... Je comprends. Oui, la règle, c'est qu'en fait, vous avez une adresse mail, ce qui fait que tout se centralise ici. Mais j'entends votre point. Vous vous exprimez oralement. Avec un micro, ce serait mieux, mais... C'était juste une question supplémentaire sur les mises au gabarit, les augmentations de gabarit. Vous avez une somme importante de 530 millions et quelqu'un entre vous avait dit que les études sont compliquées. Alors pourquoi les études sont aussi compliquées que ça? Réponse courte. En 2 mots, puis on va accueillir nos prochains invités. Les études, elles sont compliquées à 2 titres. Un, c'est qu'on part de tunnels existants qui ont chacun été construits au 19e ou au début du 20e siècle. Et donc, définir le rescindement de ces tunnels, puisque généralement, c'est la méthode pour augmenter leur capacité, ça nécessite une étude différente par tunnel, suivant s'il a été construit en briques, etc. etc. Donc ça, techniquement, c'est compliqué. Et la deuxième chose compliquée, c'est de mesurer précisément l'impact sur les circulations, la durée des travaux, de manière à pouvoir intégrer ces travaux dans un schéma capacitaire. Donc voilà, c'est les 2 éléments de complexité auxquels on est confronté. Alors, merci à tous. Je vous propose de poursuivre la discussion à la pause. Et je remercie Raphaël de Trebante, Rémi Crochet, Alexandre Gallo, Florence Rousse, Patrick Jantet, Alexandre Anache et Mathieu Chabanel. Merci à tous les 7. On a un tout petit peu de retard, mais ça va le faire. On va aller maintenant sur le terrain à la rencontre des acteurs qui se bougent pour le ferroviaire. Dans l'ordre d'intervention, je reçois Jean-Claude Brunier, fondateur de la plateforme multimodale TOP, Bastien Thirion, directeur du pôle combiné de l'AE Global Logistics, Sabine Parmentier, qui est CEO de Forwardis Conseil et de la partie ingénierie, Sylvain Philippe, qui est le coprésident de la commission intermodalité de TLF, et Brice Devinois, président de Régiorail Eurorail, et enfin Xavier Breffey, directeur des achats du groupe Basalt. Merci de les applaudir. Parfait, installez-vous. Bienvenue, on est au complet, ça y est. Alors,
Alors, on va commencer par vous, Jean-Claude Brunier. Tout le monde vous connaît, parce que chaque année, vous faites partie vraiment des convives récurrents. Chaque année, vous êtes là. Alors, vous étiez président d'Open Modal. J'ai une loi pluriannuelle, je crois. Pluriannuelle, c'est ça, ouais. c'est ça. Et vous êtes le fondateur du Terminal Top, vous allez nous en parler. Et votre message aujourd'hui, justement, ça fait le pont avec ce qu'on a dit avant, avec Alexandre Gallo notamment et d'autres. Investir, investir, investir. Oui, mais à quelles conditions ? Vous avez eu l'audace de vous lancer avec le Terminal Top. On va voir des images, là, ça y est, ça marche, ça fonctionne. Mais on n'y va pas au hasard quand même. Avec le recul, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé ? Quels sont les ingrédients qu'il faut à tout prix rassembler pour investir dans un projet comme le vôtre ? Alors peut-être sûrement un peu de folie, je ne sais pas. En tout cas, non, plus sérieusement, la première des choses, c'est que nous avons une activité importante dans la région de Marseille et que cette activité était traitée au Canet, sur le terminal du Canet, qui devait fermer. Donc, nous avons été obligés de trouver des solutions et nous sommes lancés dans ce projet très important et c'est certainement une motivation très forte. Il y a la géographie, le besoin local, c'est ça que vous dites, il y a la carte, quoi. Et le besoin de traiter notre trafic du jour au lendemain. Nous avions au Canet un train long de 850 mètres et un demi-train long aussi, donc un trafic très important. Voilà. Deuxième chose importante, c'est avoir les possibilités de développement, bien évidemment, et surtout d'avoir un outil important au niveau un outil le plus performant possible au niveau du terminal. Et il est évident que si en prenant l'exemple du terminal du Canet, c'était un terminal un peu vieillissant, c'est le moins que l'on puisse dire. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Donc nous avons eu un projet de créer un terminal en innovant fortement au niveau de la conception, au niveau de la décarbonation, au niveau de la digitalisation, et d'avoir un terminal qui prend en compte toutes les technologies disponibles pour avoir la plus grande performance économique et la plus grande performance au niveau du service. En fait, un industriel aujourd'hui qui a une usine qui date de 40-50 ans n'existe plus. Malheureusement, dans nos terminaux, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, nous avons fait un saut. Et je pense que ce terminal, le Terminal Top, est un terminal c'est un nouveau type de terminal qui, à l'expérience, mais on va être excessivement prudent, puisque nous l'avons ouvert au mois de mai et qu'on est en train de monter en puissance. Il sera réellement et nominalement opérationnel certainement au printemps, pas avant, mais les éléments que nous avons nous disent que c'est absolument extraordinaire et bluffant. On regarde des images alors pour voir un peu ce que ça donne. On a une petite vidéo, je crois, très courte. Certains l'ont visité peut-être. Alors peut-être vous pouvez nous commenter si besoin. Je commenterai après. Oui, alors, donc voilà, on voit la construction du terminal. C'est un terminal qui a deux cours de 900 mètres de long, 1 km, un train complet de 850 mètres. Et voilà, le premier train qui rentre dans le terminal, c'était au mois de mai. Comme vous le voyez, nous avons des engins rail-route qui permettent d'éviter les machines diesel, puisque le terminal est complètement décarboné, avec donc deux cours, une cour Reichstacker et une cour à portique. Leur cour Reichstacker avec des Reichstacker électriques décarbonés, portique évidemment électrique, récupération de l'énergie en descente des UTI. Voilà le Reichstacker électrique. On voit derrière les portiques. Les portiques sont à commande déportés dans les bureaux, avec tout ce qui va derrière de productivité, avec un ROS. Alors, si on pas mal, séquence émotion quand même, parce que quand on voyait le premier train dans j'en perds la voix. dans votre terminal. Allez-y, oui. Oui, donc en fait, le terminal Top est un terminal décarboné. Tous les engins sont électriques. Engins de manipulation, engins pour faire rail-route pour faire entrer les trains, qui ont une plus grande performance économique parce qu'évidemment, ils ont la puissance pour faire entrer un train de 2000 tonnes, mais ils ne roulent qu'à 30 km à l'heure.
Ensuite, ce terminal est complètement digitalisé avec 3 niveaux de TMS, le TOS, le Terminal Operating System qui gère l'ensemble du terminal, le GOS, le Gate Operating System qui gère les entrées-sorties, c'est-à-dire qu'à l'entrée et à la sortie sur le plan routier, nous avons des portiques qui permettent d'identifier tous les véhicules routiers, plaques minéralogiques, châssis, tracteurs, porteurs, châssis, les UTI, avaient leur code pour le continental, le code ILU, et pour le maritime, le code BIC, voire d'autres codes possibles. Très bien. Et qui nous permettent d'avoir la traçabilité complète. Voilà donc toutes les innovations que nous avons mis là-dessus. Ce terminal est dans une zone logistique, donc à proximité de tous les entrepôts, avec des zones logistiques, c'est donc la zone clé sud à Miramas, la zone de Saint-Martin-de-Croix, qui n'est pas très loin, Distriport, et qui permet une optimisation de toutes les dessertes routières. Et pour finir, les cours dont je viens de parler, un buffer d'entrée qui relie le RFN au terminal d'1 km de long qui permet de faire entrer les trains en attente et immédiatement. Bref, nous avons... Vous cochez toutes les cases là. Ouais. Vous cochez toutes les cases sur l'innovation. Nous avons essayé de faire le terminal le plus performant possible. Je terminerai sur le sujet en disant que c'est certainement... on parle de la modernisation pour qu'on enchaîne, parce qu'on a un petit peu de retard, Jean-Claude. Du transport combiné, en 2 mots. Et je pense que une des productivités importantes qu'on va trouver, c'est certainement dans les terminaux. Et par là, on voit bien que le ferroviaire peut innover et compléter tout ce qui vient d'être dit au niveau du réseau et de l'ensemble des choses plus générales. Très bien, bravo pour cette belle illustration, en tout cas pour démarrer cette table ronde. Merci. Merci à vous. On va en reparler après, parce qu'il y a aussi une autre question qui arrive, qui sera peut-être pour vous. Bastien Thirion, bienvenue à vous. Vous êtes directeur du pôle combiné chez LAE Global Logistics. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce transport routier qui est LAE Global Logistics s'est beaucoup développé dans le ferroviaire, dans le combiné en particulier, plus globalement, avec vos différentes filiales. Transfert, c'est du rail route. Rennes Terminal, c'est devenu une OFP, c'est un chantier qui est devenu une OFP. Et Bimodal, c'est l'opérateur de combiné dont vous allez nous parler. Cette entité, donc Bimodal, quelle est sa mission? Comment vous en êtes arrivé à créer cette filiale? Alors Bimodal, c'est un opérateur de transport combiné que nous avons créé en avril 2023. Alors pourquoi on est arrivé là? Peut-être je vais reprendre les propos de Jean-Claude parce qu'on est un peu fou aussi, oui. et qu'à un moment donné, on a surtout souhaité prendre notre destin en main. On a attendu un peu plus de 12 ans en fait la création d'une nouvelle ligne de combiné après le service Rail-Lyon qui avait été lancé en 2011 à l'époque par Combi-West. Service qui n'est jamais venu parce que pour le coup nous sommes une terre exotique dans le fret ferroviaire avec moins d'1% de part modale sur les 2 régions de l'ouest de la France, que ce soit Pays de Loire ou Bretagne. La Bretagne, oui. Voilà, donc on est sur soit des marchés à venir, soit sur des marchés qui n'existent pas, ça l'avenir nous le dira. Mais pour le coup, on a été un peu contraints de devoir nous investir en fait sur ces sujets-là pour pouvoir créer justement de nouveaux services et avoir cette opportunité de développement. Bon, ça part aussi d'une croyance, on est investi dans ces activités-là depuis plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, justement, bilan 2024, vision 2025 pour cette filiale combinée. Bilan 2024, on va dire mitigé. Alors bon au niveau robustesse, exploitation. Globalement, c'est un train qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien, qui a encore besoin d'évoluer sur certains sujets qu'on développera en 2025. Mitigé parce qu'on est uniquement sur un taux de remplissage aujourd'hui entre 55 et 60%. Donc on est encore dans l'effort d'investissement et le besoin de recruter en fait, de nouveaux clients, de nouveaux transporteurs en fait, qui s'engagent dans le report modal. Alors sur une terre de friche, comme je disais, comme la Bretagne, c'est quelque chose d'assez difficile et de compliqué à mettre en œuvre. Donc on œuvre de beaucoup de pédagogie déjà d'une pour expliquer que le train n'est pas un compagnie train LAE, mais bien un train qui est ouvert à l'ensemble des transporteurs, compagnies maritimes qui souhaitent le prendre. Mais voilà,
on y arrive. On voit que les chiffres progressent et on y croit. C'est fragile, il faut s'accrocher quoi, pour garder les trains, pour garder... Comme dans à peu près tous les sujets dans le ferroviaire, il faut s'accrocher, il faut être pugnace, il faut être volontaire, sinon on peut vite arrêter. Donc non, on y croit très fortement. Après, c'est une activité, ça nous a permis quand même d'augmenter de 50% entre 2023 et 2024 en dépolluant l'effet grève, les volumes de combinés qui sont traités aujourd'hui au départ de la Bretagne. Donc c'est quand même c'est positif. Oui, c'est une vraie avancée. Alors vous innovez aussi sur, par exemple, la température dirigée sur les trains, ça fonctionne. Vous avez développé des caisses mobiles frigorifiques pour des médicaments. Alors oui, on est obligé de s'adapter, parce que la base de tout, c'est quand même que le secteur industriel dominant dans l'ouest de la France reste l'agroalimentaire. Donc on a besoin d'apporter des réponses techniques en fait, au transport de produits sous température dirigée. Donc depuis déjà plus d'une dizaine d'années, en fait, on a développé des caisses mobiles 45 pieds avec groupe autonome, avec de la télémétrie. Je crois qu'on a des images, hein. Nous avons eu des photos oui. Ce matin. Ce matin, tout à fait. Voilà, c'est ce type de caisse. Et depuis cette année, en fait, on a développé aussi le même type de caisse en version double étage avec un double contrôle de la température pour répondre en fait aux contraintes de l'industrie pharmaceutique. On a notamment un laboratoire qui s'appelle Biomérieux qui s'est engagé avec nous depuis septembre pour le report en fait de ces flux intersites entre l'ouest de la France et le Rhône-Alpes. Bravo, ça fait plaisir, hein, Jean-Claude, l'innovation à tous les étages. Merci Bastien Thirion, vous restez avec nous si on a d'autres questions après. Et Sabine Parmentier, je m'adresse à vous, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est bien, maintenant, ça y est, on arrive à être à peu près 2 femmes à chaque table ronde. Ça progresse d'année en année. Voilà, on ose. Vous êtes CEO de Forwardis Group Conseil et de la partie ingénierie aussi. Oui, Forwardis, donc présent en Europe, donc en Allemagne, en France, et effectivement avec une équipe conseil. Vous êtes présent sur le ferroviaire, mais aussi sur le fluvial, sur la route. Et vous allez jusqu'au Kazakhstan. Tout à fait, oui, puisque nos clients, on parle aujourd'hui de la France, mais nos clients ont des flux qui sont partout en Europe. Hein, ce sont des grands clients industriels et ils ont aussi leur flux d'approvisionnement qui peuvent venir d'un peu partout. Donc on suit leur supply chain. Donc cette dimension européenne vous permet d'aller au-delà des frontières, de développer de nouveaux business selon les opportunités. Et là, par exemple, on va regarder ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine, quand des flux sont modifiés par des conflits comme celui-là dans le monde. Vous réinventez les parcours, par exemple. Ouais, voilà, on parle de mobilisation et je pense que chacun, on a notre part. Alors chez Forwardis, comme on a cette expertise européenne, on a essayé de le mettre au service, notamment au moment de la guerre en Ukraine, avec des flux, avec des traders en particulier, qui nous connaissent bien dans le centre de l'Europe et qui ont vu leurs flux complètement changer. Et je pense qu'on a aussi un rôle, on est au service aussi des ports et des territoires. Donc ce qu'on a essayé de faire, on voit ici sur la carte, vous avec avez tous ces flux. Voilà, on a essayé de connecter l'Est et l'Ouest, puisque bien sûr on a Anvers, on a Vlissingen, la France est en concurrence et on a des clients, des traders qui veulent avoir de l'approvisionnement puisqu'il y avait les pipelines qui étaient fermés vers l'Europe centrale. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est avec nos équipes en Allemagne et nos équipes en France, il y en a qui sont là aujourd'hui, de connecter l'Est et l'Ouest. Concrètement, en fait, pour que nos ports soient aussi pertinent, il faut qu'il y ait la logistique qui suive derrière et il faut que les acteurs, notamment les traders, sachent qu'on peut connecter l'Est et l'Ouest. Ça veut dire plusieurs frontières. Alors c'est le cœur de métier de Forwardis, on a essayé d'être actifs et donc on a listé un petit peu tout ce qui était nécessaire pour connecter à l'Est et l'Ouest. Il y a des éléments techniques, il y a plusieurs frontières, Mathieu Lach-Chabanel en a parlé aussi, il faut pouvoir connecter les sillons. On est souvent en plus sur des trafics spot ou de campagne, ce qui est moins simple. Des éléments techniques importants, la façon dont on va connecter les terminaux, les slots des terminaux, extrêmement important, les éléments techniques des wagons, le RID, la sûreté avant tout, ça c'est vraiment au cœur de notre métier. Et je dois dire à titre personnel, le plus dur, je pense, c'était l'aspect culturel. À la fois chez le chargeur, avec des équipes Est-Ouest qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, et même chez nous, voilà, on a appris beaucoup sur ces trafics. Donc c'est du LPG, c'est différents types de gaz, et c'est au service aussi d'un approvisionnement via la France. Donc ça répond pleinement à ce que disait Alexandre Gallo ce matin sur l'innovation. Oui, l'innovation, c'est aussi mettre notre expertise au service des chargeurs. Alors, autre façon de porter des projets innovants, vous avez investi dans une filière ingénierie et études. Oui, ce qu'on entendait souvent chez les chargeurs, donc des gens qui ne sont pas encore dans le rail, qui veulent faire du report modal, c'est dommage.
j'ai construit un entrepôt, j'ai construit une usine, je ne savais pas. Et on voit qu'il y a deux choses qui manquent typiquement, c'est l'expertise ferroviaire et l'anticipation. On l'a vu, les sillons doivent être commandés très longtemps à l'avance, on a des ITE qui sont en mauvais état, et donc on a décidé de créer une petite équipe qui va répondre en fait à cette dimension d'avant-projet, c'est-à-dire au moment où il faut réfléchir à la pertinence d'un approvisionnement via le rail. Et donc, on le voit ici, on l'a fait ça pour Élise Énergie, qui réfléchit à des usines, donc à un outil industriel. Et donc, ça veut dire, en fait, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais c'est aussi une très belle opportunité de décarbonation. Ça nécessite de l'innovation, hein, de réfléchir au concept, au type de matériel, aussi aux opportunités. Hein. C'est évidemment des économies d'énergie. Il y a des aides. Il y en a beaucoup. Elles sont très spécifiques. Il faut permettre de faire un business case global, un coût complet d'approvisionnement de la supply chain, et donc voir effectivement aussi quels sont les horizons de démarrage. Donc tous ces aspects-là, on essaye de se positionner dans cette offre conseil en avant-projet pour que le report modal puisse avoir lieu dans quelques années. Ça, cette entité ingénierie-études, elle est opérationnelle déjà depuis en fait, elle travaillait déjà. Pour faire simple, les experts existent. Un commissionnaire de transport a toutes ses compétences. Bien sûr, oui. Généralement, il le fait quand le trafic est déjà sur le rail ou va le devenir, hein, comme on l'a vu pour le gaz. Ici, on est en avant-projet. Ce sont les mêmes compétences. Formalisé un peu plus, quoi. Exactement, avec une formalisation du rail pour les nuls pour certains, à vraiment de l'analyse de flux très précise quand c'est nécessaire. Alors pour terminer, vous faites partie du groupe Rail Logistics Europe qui appartient à la SNCF, qui fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Comment vous travaillez les uns avec les autres, avec toutes ces entités du groupe? On essaye, on a une mission assez claire au service de nos clients, on veut créer de la valeur. Et ça commence bien sûr par une offre sûre. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une grande complémentarité, chacun dans notre spécialité. Vous savez qu'en 2025, le groupe sera structuré différemment avec 2 nouvelles marques, avec Exafret, avec Technis en France. Chacun a ses spécificités et c'est cette complémentarité qu'on va avoir au service du rail en France, mais aussi en Europe. Et donc, par exemple, on avait donné l'exemple, dans les 2 exemples que j'ai donnés, donc l'exemple du gaz, on va travailler avec nos collègues de Captrain, on va travailler avec l'extraordinaire valeur ajoutée du wagon isolé en France chez Fret. Et puis aussi, dans tout ce qui est conseil, on a des experts qui savent rénover une ITE, qui ont des connaissances spécifiques au sein du groupe Captrain. Voilà, on va aller piocher les experts avec toujours cette idée de mobilisation. D'une certaine manière, Forwardis, dans ce groupe, est responsable d'être un peu un architecte et de se mettre au service pour simplifier l'accès au rail. Ce n'est pas toujours simple, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire dans la complémentarité avec le reste du groupe. Très bien, merci à vous, Sabine Parmentier, c'est très clair. J'enchaîne avec Sylvain Philippe. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du développement multimodal chez FM Logistics, mais là, ici, vous êtes là en tant que coprésident de la commission intermodalité de TLF. C'est exact. Vous pouvez nous rappeler, donc c'est Transport et Logistique de France, c'est un syndicat? Oui, c'est une union professionnelle qui regroupe à peu près 2000 entreprises, dont 80% ont moins de 20 salariés. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs en termes de compétences interne en ferroviaire, mais aussi des grands groupes. On peut compter Geodis, Sepner, Seva, enfin d'autres types de cette entreprise. Et on regroupe surtout plusieurs métiers, puisqu'on a des commissionnaires de transport, des transporteurs, des logisticiens, des référents en douane et des loueurs de matériel. Et donc cette commission intermodalité que vous co-présidez, elle travaille avec VNF, SNCF Réseau, les commissionnaires de transport. Elle agit pour le report modal. Elle a œuvré sur Remove, on en parlera tout à l'heure, enfin cet après-midi. Quelle est sa mission, finalement, La genèse de la création de cette commission, qui a été créée il y a à peu près 1 an, est partie d'un constat assez simple, c'est que ce soit les acteurs privés ou les acteurs publics, on avait une méthode de réflexion purement monomodale. C'est-à-dire au sein même de TLF, on avait une commission ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne.
Et on s'est dit qu'il manquait ce point d'interconnexion pour permettre finalement, sur des problématiques qui parfois ont les mêmes problèmes et donc les mêmes solutions, de regarder ces sujets de manière intermodale, justement, et d'où la création de cette commission. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de travailler dans un premier temps sur des sujets de sensibilisation et de pédagogie de l'ensemble des acteurs. Alors on peut parler des chargeurs, on en parle souvent, mais nous on va aussi parler dans un premier temps de nos adhérents, parce qu'en réalité on se rend compte que la compétence interne multimodale au sein des transporteurs et des logisticiens est finalement assez faible, et c'est ce qui ne permet pas de développer plus d'actions de report modal aujourd'hui. On va avoir d'autres actions au sein de cette commission qui vont consister effectivement à travailler avec d'autres acteurs, d'autres fédérations professionnelles pour produire des éléments de sensibilisation et de pédagogie dont on pourra parler juste après. Alors justement, on va parler du guide de l'intermodalité qui va sortir en avril 2025, un peu comme le guide du ferroviaire qui était sorti en 2022. C'est exact, oui. Donc ça, c'est un guide qui intéresserait sûrement vos clients, Bastien Thirion et Sabine Parmentier, à différents niveaux. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce guide très concrètement? C'est quoi le sommaire? Alors le sommaire de ce guide, dans un premier temps, c'est des définitions comme tout guide qui se respecte, puisqu'en fait on constate qu'on ne parle pas tous du même vocabulaire. Quand vous parlez à un acteur du maritime de pré- et post-acheminement et quand vous parlez à un acteur continental, il n'a déjà pas le même verbiage, par exemple. On va retrouver à l'intérieur, parce qu'on aime cette pratique chez TLF, une checklist permettant à des chargeurs, mais aussi à des commissionnaires, d'interroger correctement le besoin de transport. Quel type de marchandises, quel conditionnement, quelles contraintes au stockage, quel type de flux, les origines, les destinations, les fréquences, permettant finalement, quand un besoin chargeur ou transporteur est adressé à un acteur spécialiste du ferroviaire, de venir avec le bon cahier des charges pour obtenir la bonne réponse rapidement et ne pas user le soleil et ne pas s'inquiéter des difficultés du mode de transport ferroviaire. Et comment vous avez réuni toutes ces infos? Alors aujourd'hui, l'objectif chez TLF, c'est de considérer que ces informations-là, elles existent partout ailleurs. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est, vous parliez de VNF et SNCF Réseau, si je parle par exemple de points d'interconnexion, ça va être de mettre en avant les initiatives lancées par SNCF Réseau et VNF sur une cartographie des différents points d'interconnexion. On peut parler de plateformes, de cours marchandises, de quais fluviaux. Ça va être de mettre en avant les services proposés par le GNTC en termes de promotion des offres et des services de transport combiné qui existent. Et finalement, d'être le point de centralisation de l'ensemble de ces informations, permettant un point unique d'entrée de l'information concernant le report modal, y compris sur les aides notamment. Donc ce sera co-signé par TLF, GNTC. Alors l'objectif, effectivement, c'est d'aller chercher, comme on l'avait fait pour le guide du ferroviaire, d'autres associations professionnelles qui peuvent avoir des démarches similaires. Donc l'idée, c'est qu'on soit lisible et d'aller s'associer sur ce document ou sur des documents complémentaires avec les autres associations professionnelles, effectivement. Très bien. Alors les gens qu'on voit ici dans cette salle, qui nous suivent, ou là sur ce plateau, sont des convaincus, bien sûr, sur nos sujets. Mais finalement, les commissionnaires de transport, vous m'avez dit, doivent monter en compétences. Vous m'avez dit en préparant cette table ronde, ils ont un nombre de connaissances sur le transport ferroviaire qui est finalement parfois trop faible par rapport à d'autres modes. Que dites-vous là de la formation ? En fait, il existe clairement des commissionnaires de transport spécialistes du ferroviaire. On a l'exemple avec Sabine, dont l'expertise n'est pas du tout à remettre en cause aujourd'hui, mais de notre point de vue, ils sont trop peu nombreux. Ils adressent des marchés qui sont déjà convaincus, alors que typiquement, pour ce qui est de notre cas, par exemple, si on parle de la grande distribution ou d'autres types d'acteurs de ce type, ils ont en face d'eux des transporteurs, souvent de petite taille, qui n'ont pas forcément la compétence en interne. Donc là, il y a deux choix. Les grands groupes ont tendance à les recruter, et je peux en être un exemple personnel, des gens qui sont issus du secteur ferroviaire pour les transférer au secteur routier, pour les faire prêcher la bonne parole et transformer ça. Mais on a une difficulté aussi de faire monter tout simplement en compétence les équipes d'affrètement dans les petites structures, et on a besoin du coup d'accompagner ça sur des formations. J'ai constaté par moi-même qu'aujourd'hui, le pourcentage de formation au ferroviaire ou au fluvial dans une formation généraliste de transporteurs est équivalent à la part modale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2% de fluvial, 9% de ferroviaire dans une formation d'un responsable production transport logistique dans une école généraliste de transport. C'est pas comme ça qu'on va réussir demain à ce que les transporteurs puissent proposer des opportunités de report modal. Et donc on a besoin, l'ensemble des acteurs présents ici dans cette salle, mais bien d'autres, de promouvoir ça. Alors il y a des initiatives avec des formations, avec des sensibilisations, mais on a besoin de les mettre encore plus en avant pour permettre à la fois aux opérationnels qui sont déjà en poste aujourd'hui d'augmenter leurs compétences, mais aussi à la future génération de pouvoir être formés sur ces modes de transport. Très bien, c'est très clair. En tout cas, le message est passé et tout à l'heure, d'autres acteurs de la formation de la filière seront présents
à ce micro. Merci à vous. Merci. Je vais enchaîner avec Eurorail. Bonjour Brice Devinois. Bonjour. Vous êtes le président d'Eurorail Régiorail, entreprise de logistique ferroviaire qui est à la fois commissionnaire et entreprise ferroviaire. Alors on va évoquer une initiative intéressante et vertueuse que vous avez réussi à porter dans le ferroviaire. Un grand chargeur, à vous de voir si vous le citez ou pas, qui s'est rapproché de la grande distribution et qui remplit quelques wagons une fois par semaine. Preuve que la grande distrib peut aussi remplir des trains sur des... Voilà, enfin en tout cas aller vers le ferroviaire, faire du report modal. Racontez-nous. Alors absolument, c'est exactement ça. Donc le grand chargeur, c'est Danone. C'est vraiment la rencontre de Danone qui est à l'initiative et qui veut... voilà, c'est une des emblèmes du report modal en France, Danone. Et donc qui souhaitait continuer à augmenter la part du ferroviaire dans le transport, dans son transport de marchandises. Et donc c'est la rencontre de Danone, c'est la rencontre d'un grand distributeur Carrefour, qui a une très belle plateforme régionale dans le sud, à Miramas, plateforme sur laquelle il a fait quelques travaux pour qu'elle redevienne embranchée. C'était une plateforme qui était historiquement embranchée. Et puis, il fallait aussi un acteur, là pour le coup, Régiorail dans sa casquette d'opérateur de fret de proximité, pour organiser une desserte. Donc, il y a de la longue distance qui arrive à Fos, et ensuite, il y a une desserte qui est organisée entre Fos et la plateforme régionale de Carrefour, une desserte vraiment qui doit être extrêmement qualitative, puisque nous avons en face de nous un chargeur Carrefour qui s'attend au même niveau et au même standard de qualité que lorsque ça arrive en camion. Donc il faut être très très bon. Ça arrive, donc voilà, il faut arriver tous les mercredis à 11h, pas une minute avant, pas une minute après. Et on a l'immense coopération aussi, enfin le grand secours des équipes de Novatrans qui font aussi le last mile sur la plateforme de Clé Sud. Donc c'est quelque chose d'assez chirurgical qui marche très très bien puisqu'on en est à notre 50e train. Maintenant, on a un taux de performance à la fois en réalisation et en ponctualité qui est excellent, hein, qui ressemble vraiment à celui de la route. Et comme vous dites, je pense que cet exemple, alors il est intéressant en matière de report modal parce que ça fait des milliers et des centaines de milliers de bouteilles qui désormais sur la région Grand Sud arrivent par train et non plus par camion, parce qu'elles partaient normalement par camion de l'usine d'Évian. Mais c'est aussi... quelque part l'appétence nouvelle que la grande distribution peut montrer et qu'un géant de la grande distribution Carrefour peut montrer vis-à-vis du rail, et c'est très intéressant. On entendait Sylvain juste avant qui vient de chez FM. Si des logisticiens de cette taille commencent à s'intéresser au rail, c'est fantastique. Et en plus, ça marche au millimètre près, c'est ce que vous dites. Ça marche au millimètre près, tout à fait. Ça marche vraiment au millimètre près. Et ça sert le wagon isolé ? Et alors, vous avez tout à fait raison de me faire préciser que cette desserte terminale n'aura pas été possible sans les aides de l'État du wagon isolé. Donc voilà, pour la DGITM, si jamais on se pose des questions sur la pertinence de ces aides à moyen terme, il faut absolument les maintenir parce qu'on a quelques exemples comme ça où sans cette aide, jamais cette solution de report modal n'aurait pu exister. Et vous la rendez encore plus... Enfin, vous lui donnez encore plus de sens en innovant de cette manière. Oui. Et autre façon d'accélérer la croissance de la part ferroviaire, vous avez trouvé du fret retour. Ça, c'est aussi un angle de travail intéressant. Racontez-nous cet autre exemple. Alors, c'est vrai que c'est très important, le fret retour. C'est un des désavantages compétitifs du rail par rapport à la route. C'est très facile pour un routier, c'est une évidence pour un routier que quand il va livrer chez quelqu'un, il fait quelques kilomètres avec son camion pour aller se recharger et ensuite repartir à son origine. Pour le fret ferroviaire et pour le rail, c'est extrêmement compliqué. Mais l'exemple ici que je vais vous présenter, c'est que ce n'est pas impossible. On a réussi à mettre autour de la table. Alors nous, on a un commissionnaire qui est en Belgique, qui fait partie de nos équipes, qui est à Bruxelles. On a mis aussi le commissionnaire de Danone, qui est Ideo, qui est une joint venture qu'ils ont avec ID Logistique. Voilà, les commissionnaires ont... Là, c'est Danone à nouveau. Voilà, c'est Danone à nouveau, absolument. Écoutez, il n'est pas dans la salle, malheureusement, sinon il apprécierait. Et donc, les commissionnaires ont la vertu de connaître très, très bien les flux et les besoins géographiquement et de les cartographier. Et donc, par association d'idées, on a trouvé donc, ce fret retour. Donc, on a des trains qui partent tous les jours de l'usine Danone, qui passent par Ambérieu. L'attraction longue distance arrive au port d'Anvers avec les équipes de DB Cargo. Et toute l'idée, c'était de retrouver du fret du port d'Anvers pour recharger ces trains de la DB, les faire arriver à Ambérieu et nous
Régiorail, de nouveau, casquette d'opérateur de proximité. On organise une desserte avec ce fret retour. C'est de la pâte à papier qui vient du Brésil, qui arrive au port d'Anvers, et qu'on va relivrer dans des endroits qui sont proches d'Ambérieux, dans des entrepôts embranchés qui sont du côté de Lyon. Donc là aussi, c'est extrêmement vertueux, parce que ça permet non seulement à Danone, aux chargeurs, de mutualiser les coûts du train qui sont tout de même très chers. Ça permet aux fabricants de pâtes du Brésil d'être un peu plus vertueux et de décarboner sa supply chain, puisque avant ça arrivait au port d'Anvers, c'était rechargé dans des camions et c'était livré en région lyonnaise. Là, désormais, il a décarboné son transport. Et puis, ça permet à l'opérateur de proximité, en l'occurrence Régiorail, de saturer ses moyens autour d'Ambérieux et de faire régulièrement des petites dessertes et de saturer ses moyens humains et de locomotives. Donc tout le monde s'y retrouve. C'est assez compliqué, là aussi, pour assembler le puzzle, mais en tout cas, ça marche très bien. Et donc, on va faire à peu près un train par semaine l'année prochaine. Super. J'accélère un peu parce qu'on a quelques minutes de retard. Oui. Donc l'agilité, elle est propre à un acteur de proximité. Oui. On peut étendre ça ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est important de se démarquer. On est face, en tout cas notre entreprise Eurorail et Régiorail est face à des acteurs qui sont des géants, que ce soit chez les compétiteurs, avec des grosses entreprises en compétition, que ce soit chez nos clients aussi, qui sont aussi des géants, que ce soit les fournisseurs, des fabricants de locomotives ou SNCF Réseau. Et donc, la façon dont on a de se différencier et d'exister auprès de la clientèle, c'est justement au travers de notre taille, de notre agilité. Alors, agilité, c'est un mot un peu valise, mais pour moi, ce qui est important ici, c'est l'agilité dans l'écoute du client, dans la conception des solutions, avec des choses compliquées qu'on peut faire, puisqu'on a cette agilité dans notre taille. Et puis, l'agilité aussi, on sait que dans le ferroviaire, il y a des aléas. Il faut y répondre, il faut répondre rapidement. C'est comme ça qu'on fait la différence, parce que de nouveau, la route a des aléas, mais elle sait y répondre. Et donc, notre agilité, c'est une réactivité sur les aléas de tout type pour réoffrir des alternatives et des solutions à nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Brice Devinois. Nous avons encore 5 minutes. Je propose peut-être qu'on prenne 5 minutes de plus. On va se quitter à 10h50 pour la pause. Et comme ça nous permet de bien traiter notre dernier sujet avec vous. Xavier Breffeil, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des achats du groupe Basalt. Parmi les filiales du groupe, on se focalise là sur les carrières de l'Ouest et plus particulièrement Synérit. C'est ça. Jusque-là, tout est bon. Vous allez nous raconter comment vous, qui êtes donc un producteur de granulats, vous êtes devenu commissionnaire de transport et vous avez justement un dispositif de double fret que vous avez inventé. Alors peut-être on regarde la vidéo ou on vous écoute d'abord ou les deux en même temps ? On peut regarder la vidéo. Et vous pouvez nous expliquer un peu le procédé en même temps que Alors, ça défile. Concrètement, c'est vrai que les carrières, on a une obligation en fait de remblayer les carrières. Et on a obtenu en 2020 un renouvellement pour 30 ans d'exploitation donc de la carrière de Voutray que vous voyez sur les images. Donc là, voilà, on est dans la carrière de Voutray. C'est une carrière qui produit entre 2 500 000 tonnes l'an dernier, mais qui peut aller jusqu'à 3 millions de tonnes par an, ce qui en fait l'une des plus grosses, c'est pas la plus grosse carrière de roche dure en France. Et le train fait partie de l'histoire de Voutray, parce que depuis 150 ans, en fait, Voutray fait du train. Donc il y a cet espace ferroviaire. Et on a développé, on s'est posé la question de savoir comment ramener les terres du Grand Paris autrement que par camion. Et donc on a développé ce système de containers dans lequel on envoie nos granulats par container à Trappes, en banlieue parisienne. Les trains sont déchargés la nuit, les conteneurs sont déchargés la nuit pour aller livrer les clients dans la journée. Et sur les chantiers, directement sur les chantiers, les clients peuvent mettre finalement les terres inertes qui sont issues de ces chantiers, là on le voit. Ils vont venir permettre de combler. Et ensuite, ils reviennent sur la carrière pour combler la carrière. Donc ce système fait que effectivement, on est sur un double fret. Ça a été dit à l'instant, le double fret dans le ferroviaire, c'est extrêmement rare. Et là, ça nous permet effectivement d'avoir des rotations doubles en 24 heures, de pouvoir amener nos granulats et de ramener des terres inertes sur la carrière. Là, en plus, donc, vous avez fait fabriquer des containers sur mesure. Quel est le modèle économique là, pour mettre en place tout ça ?
Alors Vous avez des concrètement, partenariats concrètement, on a été appuyé sur ce projet. On a travaillé avec Combipass, qui fabrique les caisses et qui nous accompagne depuis le début. Aujourd'hui, on a 600 caisses, plus de 600 caisses qui tournent. Et donc Combipass nous a accompagnés pour le développement. J'allais dire c'est la R&D, mais c'est vrai qu'on en est à la 5e version de caisse, parce qu'à la fois on améliore les choses pour faire en sorte que les terres s'évacuent plus facilement des caisses, mais également pour s'adapter aux clients. Donc là, on a développé notamment un système de caisse avec des systèmes ampli-roll qui permettent d'être complètement autonomes finalement sur les chantiers avec des châssis qui peuvent venir prendre la caisse s'ils ne sont pas chargés au-delà de 30 tonnes. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sur un modèle où on est quasi équivalent à du conventionnel. C'est-à-dire qu'on arrive à charger 30 tonnes par caisse. Et on a un dispositif de Richteke qui est sur l'ensemble de nos plateformes. J'en ai pas parlé, mais notre système fait qu'on a aujourd'hui 3 plateformes bien identifiées, au Mans, à Trappes, à Bonneuil, sur lesquelles on fait du container. Et vous faites bénéficier aussi à d'autres de ce voilà. mode de transport que vous avez créé. C'est ça, c'est qu'au départ, effectivement, la question qui s'est posée en tant que chargeur, c'est comment j'arrive à faire revenir mes terres à Paris, en carrière, depuis Paris. Et effectivement, en tirant la pelote, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas devenir commissionnaire transport? Donc, Synerit est devenu commissionnaire transport, et aujourd'hui, notre train est ouvert à des tiers. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que ça permet à des petites entreprises, ou pas d'ailleurs, mais de pouvoir mettre, qui n'ont pas la capacité de remplir un train complet, mais de pouvoir disposer 1, 2, 3 caisses, voire plus. Et donc, aujourd'hui, on a un partenariat où on a un client qui amène des caisses en fait, d'Italie en région parisienne. Et depuis Paris, depuis Bonneuil, on amène ces caisses en Bretagne et on réalise le transport également terminal après en Bretagne. Et on peut souligner donc les granulats, c'est le 2e matériau transporté après l'eau sur le territoire. Et pour autant, ce type de transport à aller-retour, c'est très rare, voire unique peut-être même. Alors effectivement, moi aujourd'hui, je n'ai pas connaissance, en tout cas en France, de ce type de dispositif. Nous-mêmes, nous avons en fait 3 carrières qui sont embranchées ferroviaires. Il n'y a pas que Voutray, on a Vignat dans le nord de la France, on a Carrière de Thiviers en Dordogne, et qui n'utilisent pas encore ce dispositif. Il y a plusieurs raisons. C'est que la première, c'est déjà d'arriver à avoir le marché de chaque côté. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Là, on a une situation géographique qui est idéale et qui nous permet donc d'avoir effectivement ces terres inertes ou du Grand Paris ou d'autres chantiers parisiens et avec des volumes importants qui nous permettent de ramener sur Paris. Et à l'inverse, d'avoir nos matériaux qui sont aussi acheminés vers Paris. Donc, la première chose, c'est d'avoir le marché. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est des investissements qui sont très lourds. Aujourd'hui, on a 2 Richteke par plateforme. Souvent un Richteke qui est titulaire et puis un autre qui est finalement en secours en cas de panne, parce qu'on ne peut pas se permettre en fait, d'arrêter le flux. Mais voilà, c'est quelque chose qui effectivement nous permet de faire ces allers-retours. Très bien, parfait. On a tout dit. Xavier Breffeil sur cette opération. Je pense qu'on a tout dit. Voilà. Donc en tout cas, encore une fois, c'est vraiment, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de pouvoir proposer ce service à d'autres entreprises et de permettre vraiment à une personne qui souhaiterait transporter une caisse entre la région Pays de la Loire et puis Paris et qui n'a pas forcément les moyens d'y aller en train avec un train complet, de pouvoir décarboner son schéma logistique. Quoi. Très bien, bravo à vous. Alors j'ai peut-être 2 questions que je vais vous adresser. Un participant, un internaute qui nous dit « J'ai compris qu'il y a un problème de capacité et la demande pour le ferroviaire, et j'entends que d'autres font des efforts pour trouver des nouveaux clients. N'y a-t-il pas de contradiction ?» Alors, si on réfléchir à la question, est-ce que quelqu'un veut répondre contradictoire ou pas? Non, pas forcément. Non, mais dans la logistique, on a des origines et des destinations. Donc, j'entends plutôt qu'on a de la capacité, notamment parce qu'il y a une dimension de temps. Donc, d'une part, pour le réseau, je pense qu'il y a 2 dimensions. Il y a la capacité ferroviaire, elle existe aussi en termes d'infrastructure. Parfois, il peut y avoir des travaux, mais il y a toujours un moment où on peut passer. Il y a plusieurs routes. Après, il y a plutôt la question du coût. C'est-à-dire que les meilleures routes, les meilleurs concepts peuvent parfois être saturés. Et dans logistique, il y a des effets de seuil. Donc, on peut être à un moment d'effet de seuil. Mais globalement... Donc, l'évolution de l'offre, l'innovation, voilà. Ça compte. Et je pense qu'ici, il y a plein d'acteurs qui essayent de trouver en particulier, de mutualiser pour trouver des solutions pour tous. Peut-être on peut rajouter qu'en fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui. Et évidemment, c'est sans cesse
en mutation. mouvement, Aujourd'hui, ouais. par exemple, il n'y a pas assez de conducteurs de train. Le mercato est très difficile, etc., etc. Il faut s'adapter aux besoins, mais il n'y a pas de contradiction, c'est l'économie moderne. Donc, quelqu'un s'interroge sur les projets de nouveaux terminaux, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises et avec vous, Jean-Claude Brunier. Les projets de nouveaux terminaux ou modernisés sont importants, mais néanmoins insuffisants. CF, schéma directeur des GITM. Comment sourcer les porteurs de projets qui pourraient s'engager et investir dans les nouveaux terminaux, notamment sur foncier non public? Quelles pourraient être les conditions a priori de cet engagement? Est-ce que l'émergence de groupements, CF, propos d'Alexandre Gallo, serait une solution? Longue question, mais réponse courte. C'est peut-être un sujet auquel je peux répondre. Je crois qu'en matière de terminaux, donc on a vu, les planètes sont relativement alignées. Il y a des crédits, il faut aller les chercher, etc., etc. Mais quand on a dit ça, on ne peut pas commencer. En fait, il faut que les opérateurs, la profession, se saisissent de cette question et montent des projets pour pouvoir réaliser la modernisation ou réaliser les terminaux. Et en fait, en plus, c'est l'histoire du public-privé. Il faut que le privé prenne ses responsabilités et finance une partie de ces terminaux. Aujourd'hui, en France, en Europe, en gros, on peut avoir 2 gros tiers de subventions, il manque un tiers. Et si ce n'est pas les opérateurs, les professionnels qui va apporter ce tiers, personne. Donc là, il faut être proactif et prendre... Et de plus, donc sur la façon de sourcer les porteurs de projets, en fait, vous dites c'est à eux de se... C'est à nous, entrepreneurs, de lever la main, de monter des projets. Et en plus, on sera sûr que si les professionnels investissent, le terminal fonctionnera et il sera au bon endroit. Xavier Breffeil. Et moi, je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'on a vu il y a quelques années des terminaux parfois fleurir un peu partout et parfois avec des rentabilités qui n'étaient pas au rendez-vous. Parce que ces terminaux étaient construits sur la base d'études de marché, par exemple. Ce qui peut être pertinent, c'est d'utiliser des lieux, des sites sur lesquels il y a déjà des trafics existants. Et typiquement, là, dans le cas que vous avez vu à Voutray, en fait, il y a déjà des flux qui sont existants. Et donc, finalement, il n'y a pas de risque, entre guillemets, à aménager un lieu comme celui-là en faisant un lieu de plateforme de transport combiné, parce que de fait, les flux existants, nos matériaux, on devra de toute façon les emmener par le train. Mais on peut mettre d'autres trains supplémentaires et en termes d'investissement, c'est des coûts qui sont nettement moindres et sur lesquels, évidemment, en tant que privé, on est sur notre périmètre, on va évidemment investir. Et sur le sourcing ou le référencement, il y a aussi le travail que vous menez sur la commission intermodalité. Oui, je rejoins ce que disait Jean-Claude, c'est-à-dire aujourd'hui, si je prends le cas de FM, on se pose la question aujourd'hui de réembrancher nos entrepôts avec des demandes de participation de la part de SNCF Réseau sur des travaux d'investissement sur les capillaires qui sont majeurs. J'ai un exemple en tête dans le 45, on me demande de mettre éventuellement 1 ou 2 millions d'euros sur la table juste pour que la voie ferrée soit réactivée pour aller à mon entrepôt. Et quand je présente ça au COMEX de mon groupe, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre ces 2 millions-là dans un partenariat, dans un terminal qui sera peut-être plus performant que le seul réembranchement de mon seul site? Donc je crois qu'il y a aussi une réflexion géographique territoriale à avoir pour voir quel est le meilleur emplacement dans une zone donnée pour peut-être pas réembrancher notre entrepôt, mais plutôt participer à un projet collectif à proximité. Donc l'idée, c'est que les transporteurs et les logisticiens prennent aussi leur part dans ce type de projet demain. Très bien. On va rester sur cette idée du collectif. Merci, bravo à tous les 6. Merci à vous. Donc Jean-Claude Brunier, Bastien Thirion, Sabine Parmentier, Sylvain Philippe, Brice Devinois et Xavier Breffeil. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Vous avez 25 minutes devant vous. On se retrouve à 11h15 avec Gilles Dansard à ma place. À tout à l'heure.